Après 5 ans de mariage, Clara a découvert que son mari avait secrètement acheté une maison pour une autre femme. Pour leur 5e anniversaire de mariage, Clara lui a tendu une enveloppe en disant « C'est pour toi, mon chéri. » Surpris, il a répondu « Merci, mon amour. » Mais lorsqu'il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, il est resté figé. Exactement 5 ans plus tôt, ce même jour, je me tenais devant l'autel. En regardant l'homme que j'aimais droit dans les yeux, je prononçais mes vœux de fidélité. Je me souviens de chaque détail de ce jour-là. La robe blanche que maman et moi avions choisie pendant des mois, les pivoines tendres dans mon bouquet, la brise printanière qui faisait bouger mon voile, et surtout, son regard. Timoteo me regardait comme si j'étais la seule femme au monde, comme si rien d'autre n'avait d'importance. J'étais tellement naïve. Je croyais dur comme fer à ce beau conte de fées sur l'amour éternel et la fidélité. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis dans la cuisine de notre appartement, en train de préparer un dîner de fête, et je repense à cette conversation qui a changé ma vie. C'était il y a 2 semaines, avec Olivia, ma meilleure amie. Une discussion qui m'a obligé à voir mon mari autrement. Mais commençons par le début. J'ai 32 ans, je suis professeur, j'adore voyager, lire et passer du temps avec mes amis. Il y a 5 ans, j'ai épousé Timoteo Nielsen, un programmeur dans une grande entreprise de tech. On s'est rencontrés de façon très classique, à l'anniversaire d'un ami commun. Il est venu vers moi avec un verre de vin, m'a fait un compliment un peu ridicule qui m'a fait rire, et tout a commencé. Les rendez-vous, les appels nocturnes, les week-ends à la campagne, les rencontres avec nos familles. 1 an après notre première rencontre, il m'a demandé en mariage. On était dans un petit resto italien, on mangeait des pâtes, on buvait du vin, on parlait des vacances à venir. Et puis, Timoteo s'est levé, s'est approché de moi, s'est mis à genoux et a sorti une petite boîte en velours de sa poche. Je me souviens que mon cœur s'est arrêté quand il l'a ouverte, une bague, discrète mais parfaite, avec un diamant pur. « Clara, tu ferais de moi l'homme le plus heureux du monde si tu acceptais d'être ma femme », a-t-il dit avec des yeux remplis de tendresse. Sans hésiter, j'ai répondu. Oui. Les 3 premières années de notre mariage étaient presque parfaites. On faisait tout ensemble, voyage, ciné, théâtre, sport, sorties entre amis. On avait des projets communs. Acheter une maison, avoir des enfants, monter un petit business en couple. J'étais fier de notre mariage, je croyais tellement en notre amour que je ne voyais pas que Timoteo s'éloignait petit à petit. Au début, c'était subtil. Il rentrait plus tard du boulot, parlait moins de sa journée, éludait mes questions. Puis sont venues les missions professionnelles. Avant, il n'y en avait presque pas. Et soudain, il partait tout le temps, 2 jours à Barcelone, 1 semaine à Prague, un week-end à Milan. À chaque retour, il me rapportait des cadeaux, parfums chers, bijoux, robes élégantes. Comme s'il voulait se faire pardonner quelque chose. Je faisais comme si de rien n'était. Je mettais ça sur le dos du stress, de la fatigue, de son nouveau projet. On est des adultes, me disais-je. On ne peut pas vivre éternellement dans un conte de fées. Le quotidien, le boulot, les habitudes, tout ça finit par peser sur un couple. Je croyais que notre amour était assez fort pour traverser les tempêtes. Jusqu'à cette conversation avec Olivia. 2 semaines plus tôt, on s'est retrouvés dans notre café habituel. J'ai vu tout de suite qu'elle était nerveuse. Elle évitait mon regard, triturait sa serviette sans arrêt. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, l'estomac noué. Elle a pris une grande inspiration, comme pour se donner du courage, puis a dit « Clara, c'est très dur pour moi de te dire ça, mais je pense que tu dois savoir. J'ai vu Timoteo avec une autre femme. » J'ai éclaté de rire. C'était tellement absurde. « Olivia, tu te trompes. Timoteo n'est pas ce genre d'homme. » Je le pensais aussi, a-t-elle murmuré. Mais je suis sûr que c'était lui. Ils étaient au resto, se tenaient la main, et puis il l'a embrassée. J'ai senti le froid m'envahir. J'avais envie de crier, de l'accuser de mentir. Mais son regard plein de peine et de compassion m'a empêché de douter. Qui est-elle, ai-je réussi à articuler. Je ne sais pas. Jeune, jolie, blonde. Ils avaient l'air très proches. Ce jour-là a marqué le début de mon enquête personnelle. Je n'ai pas fait de scène à Timoteo, je ne l'ai pas accusé. J'ai voulu comprendre d'abord, chercher des preuves, évaluer l'ampleur du problème. J'ai commencé doucement.
J'ai regardé son téléphone pendant qu'il prenait sa douche. Timoteo est toujours prudent, je n'ai rien trouvé de suspect. Pas de messages, pas d'appels étranges. Mais ce qui m'a mis en alerte, c'est que tout avait été effacé. Pas d'historique, rien. Comme s'il nettoyait régulièrement son téléphone. J'ai ensuite vérifié ses mails. Je connaissais le mot de passe, on n'a jamais rien caché. Rien d'anormal non plus, des échanges pro, des newsletters, des alertes bancaires. J'ai commencé à douter. Peut-être qu'Olivia s'était vraiment trompée? Peut-être avait-elle confondu avec quelqu'un qui lui ressemblait? Mais mon instinct me disait de creuser encore. Alors j'ai pris une décision radicale. J'ai engagé un détective privé. Je l'ai bien payé, et je lui ai demandé de suivre mon mari pendant une semaine, surtout pendant ses déplacements. Le détective, Archibald Petersen, un homme d'une cinquantaine d'années au regard perçant et au CV impressionnant, a pris ma demande au sérieux. Il ne m'a pas sermonné sur la confiance dans le couple, il ne m'a pas jugé. Il a juste hoché la tête et m'a dit qu'il s'y mettait tout de suite. Cette semaine d'attente a été une véritable torture. J'essayais de rester naturel, de sourire à Timoteo, de m'intéresser à sa journée, de lui préparer des plats qu'il aimait. Mais à l'intérieur, j'étais terrifié par ce que j'allais peut-être découvrir. Timoteo aussi faisait comme si de rien n'était. Il rentrait du travail, me racontait ses journées, regardait des films avec moi, me serrait dans ses bras avant de dormir. Et à chaque geste tendre et familier, je doutais un peu plus de sa culpabilité. Un homme ne peut pas mentir aussi bien, me disais-je. Il ne peut pas m'enlacer le soir et embrasser une autre femme dans la journée. Mais je me trompais. Archibald Petersen m'a appelé exactement une semaine plus tard, comme convenu. Sa voix était calme et professionnelle, mais j'y ai perçu une pointe de compassion. « Clara, j'ai des informations pour vous. Vous préférez en parler par téléphone ou en personne ?» « En personne », ai-je répondu. J'avais besoin de voir les preuves de mes propres yeux. On s'est donné rendez-vous dans le même café où j'avais vu Olivia. Archibald est arrivé avec une pochette pleine de photos et de documents. J'ai commandé un double espresso, je savais que j'allais avoir besoin de force pour encaisser tout ça. « Clara, j'ai surveillé votre mari pendant une semaine, comme convenu. Et je dois vous dire que vos soupçons étaient fondés. » Il a ouvert la pochette et disposé les photos devant moi. Timoteo sortant de son bureau, montant dans sa voiture. Timoteo au restaurant avec une jeune blonde. Il riait, se tenait la main. Timoteo l'embrassant devant une maison. Elle s'appelle Christina Warren. Elle a 26 ans, elle travaille dans une agence de marketing. Ils se voient depuis environ 1 an. Parfois dans des restos, parfois chez elle. Je fixais les photos, et le monde autour de moi semblait ralentir, perdre ses couleurs. 1 an. Pendant 1 an entier, il m'a menti, il a joué le rôle du mari aimant, alors qu'il embrassait une autre. Probablement qu'il faisait l'amour. Il y a autre chose, a continué le détective, sortant une autre photo. On y voyait Timoteo devant une maison à 2 étages, les clés à la main. Votre mari a acheté cette maison il y a 1 mois. Officiellement, elle est à son nom. Mais d'après mes observations, elle est destinée à Mademoiselle Warren. Ils l'ont visitée ensemble, ont parlé des travaux, choisi les meubles. Une maison. Il lui a acheté une maison. Avec Timoteo, on en rêvait depuis 5 ans. On mettait de l'argent de côté, on parlait des quartiers, du style, des plans. Et lui, il l'a acheté. Pour elle. J'ai aussi vérifié les aspects financiers, a ajouté Archibald en sortant d'autres documents. La maison a coûté 300 000 €. Selon les relevés bancaires, votre mari a économisé cette somme en 3 ans. Il a transféré l'argent de votre compte commun vers son compte personnel, puis l'a utilisé pour l'achat. Notre compte commun. Celui où on versait tous les deux, pour notre avenir à 2. Et il s'en est servi pour offrir une maison à sa maîtresse. J'ai senti la nausée monter. Il me fallait de l'air. Je me suis excusé, j'ai attrapé la pochette et j'ai quitté le café. Je ne me souviens plus comment je suis rentré chez moi. Je me revois seulement assise longtemps sur un banc, dans un parc, à regarder les photos, à essayer de mesurer l'ampleur de la trahison. Timoteo ne m'avait pas juste trompé avec une inconnue. Il avait une vraie relation. 1 an. Il avait utilisé notre argent pour lui offrir des cadeaux, des restos, des escapades. Et finalement, une maison. Notre rêve à nous. Je suis rentré tard,
il dormait déjà. J'ai caché la pochette dans le tiroir de mon bureau, puis je me suis allongé à côté de lui. J'avais mal, j'étais dégoûté. Il dormait tranquillement, comme s'il n'avait rien fait de mal. Et moi, je fixais le plafond en me demandant ce que j'allais faire. Divorcer? C'était l'option la plus logique. Mais le laisser partir, le laisser être heureux avec elle après tout ça? Non. Ce serait trop facile pour lui. Faire une scène? Lui jeter les photos à la figure, hurler, pleurer, exiger des explications? Ça non plus, ce n'était pas la bonne solution. Il nierait, il mentirait encore. Puis il s'en irait vivre avec Christina dans leur jolie maison. Je restais allongé, à réfléchir. Peu à peu, un plan a commencé à se dessiner dans ma tête. Un plan pour me venger. Pour récupérer au moins une partie de ce qu'il m'avait volé. Le matin, quand il est parti au travail, j'ai appelé mon avocat. Brendan Morgan, un vieil ami de la famille. Il avait aidé mes parents pour des affaires juridiques, et moi aussi, à plusieurs reprises. Brendan, j'ai besoin de vous. C'est personnel. 1 heure plus tard, on était dans son bureau. Je lui ai tout raconté. L'infidélité, la maison achetée pour sa maîtresse, l'argent pris sur notre compte commun. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont mes droits sur la maison et l'argent? Il a frotté son menton, pensif. Ce n'est pas simple, Clara. En théorie, tout bien acquis pendant le mariage fait partie du patrimoine commun et doit être partagé en cas de divorce. Mais, la maison est à son nom. S'il prouve qu'il l'a achetée avec des fonds propres, comme un héritage ou un don, vous ne pourrez rien réclamer. Mais il a utilisé l'argent de notre compte commun. Il faudra le prouver. Vous avez accès au relevé. J'ai hoché la tête. Timoteo n'avait jamais caché nos finances. Enfin, je croyais. Bien. Dans ce cas, on peut monter un dossier. On prouvera que l'argent venait du compte commun, et on demandera la moitié de la valeur de la maison. Et si, je ne veux pas divorcer tout de suite? Brendan m'a lancé un regard surpris. Vous voulez rester marié malgré la trahison? Non. Je veux me préparer. Réunir tous les papiers, transférer une partie de l'argent sur mon compte personnel, pour qu'il n'ait pas le temps de tout cacher quand il saura que je demande le divorce. Et, je veux qu'il sache ce que ça fait, d'être trahi. Brendan m'a regardé longuement, sans rien dire. On a discuté des prochaines étapes. Je devais réunir tous les documents possibles, relevés bancaires, factures, preuves que l'argent venait bien de nos économies communes. Et je devais commencer à transférer discrètement une partie de l'argent sur mon propre compte, pour me protéger. Les jours suivants, je me suis plongé dans les préparatifs comme en transe. Je téléchargeais des relevés bancaires, rassemblais des documents, rencontrais mon avocat. Et en parallèle, je continuais à jouer la femme heureuse. Je préparais le dîner, je demandais à Timoteo comment s'était passée sa journée, je planifiais notre soirée d'anniversaire de mariage. 5 ans. Un cap important. En Europe, on célèbre ça avec une attention particulière. On appelle ça les noces de bois, symbole de solidité et de durabilité du couple. Quelle ironie. J'ai réservé une table dans le restaurant où Timoteo m'avait demandé en mariage. Je lui ai acheté un cadeau cher, une montre qu'il rêvait d'avoir depuis longtemps. Et j'avais préparé un autre cadeau, bien plus spécial. Cette enveloppe. Celle qui allait marquer le début de la fin de notre mariage. La soirée est arrivée sans prévenir. J'ai mis une robe neuve bleu marine, moulante, avec un grand décolleté dans le dos. J'ai fait mon maquillage, coiffé mes cheveux, mis les boucles d'oreilles en saphir que Timoteo m'avait offertes pour l'anniversaire de notre rencontre. Il est rentré avec un bouquet de pivoine, mes fleurs préférées. Il avait l'air heureux, enthousiaste, comme s'il se réjouissait vraiment de cette fête. Comme s'il n'avait pas acheté une maison pour une autre un mois plus tôt. Bon anniversaire, mon amour, m'a-t-il dit. Embrasse-moi. J'ai senti son parfum, familier, rassurant. Et l'espace d'un instant, j'ai eu envie d'oublier. Oublier tout ce que je savais. Juste profiter de ce moment. Mais les images me sont revenues, lui avec Christina, leurs mains enlacées, leurs baisers. Je me suis écarté, avec un sourire forcé. Joyeux anniversaire, chérie. Allez, on va être en retard pour le resto. Au restaurant, tout était parfait. Table près de la fenêtre, chandelle, musique douce, notre vin préféré.
Timoteo était particulièrement attentionné. Il me prenait la main, me regardait dans les yeux, me faisait des compliments. Comme s'il voulait se faire pardonner une faute dont je ne savais rien. Après le dîner, on s'est échangé nos cadeaux. Je lui ai offert la montre. Il m'a offert un collier en diamant. Cher, élégant, choisi avec soin. Il me l'a passé autour du cou, et je me suis demandé si ses mains avaient touché Christina avec la même douceur. J'ai un autre cadeau pour toi, ai-je dit en sortant l'enveloppe de mon sac. C'est pour toi, mon chéri. Il a levé les sourcils, surpris. Un autre? Tu me gâtes. Il a pris l'enveloppe, l'a retournée dans ses mains. Une simple enveloppe blanche, sans inscription. Merci, mon amour, a-t-il dit, sans l'ouvrir. Ouvre-la maintenant, ai-je demandé, sentant mon cœur s'emballer. Je veux voir ta réaction. Il a souri, a déchiré l'enveloppe, et en a sorti le contenu. Son visage a changé instantanément. Le sourire s'est effacé, ses yeux se sont écarquillés, il est devenu pâle comme un linge. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était rauque, brisée. Ce sont des photos de toi et de ta maîtresse. Et aussi les papiers de la maison que tu lui as achetés avec notre argent. Et en bonus, la demande de divorce. Tu peux la signer tout de suite. Je parlais calmement, presque tendrement, alors qu'en moi tout bouillonnait de rage et de douleur. Je le regardais tourner les photos, lire les documents, son visage passant du blanc au rouge. Clara, je peux tout expliquer, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu d'un geste. Pas la peine, Timoteo. Je sais tout. Christina, vos rendez-vous, la maison. Tout. Ce n'est pas ce que tu crois, il a essayé de me prendre la main, mais je l'ai retirée. Oui, je la voyais. Mais ce n'était rien. Juste, une distraction. Une distraction pour laquelle tu as acheté une maison à 300 000 €, ai-je lâché avec un rire amer. Avec notre argent, celui qu'on économisait pour notre maison. C'était un investissement. Je comptais la revendre. Assez. J'ai haussé la voix, et quelques têtes se sont tournées vers nous. Arrête de me mentir, Timoteo. J'ai toutes les preuves. Les photos, les papiers, les relevés bancaires. Je sais que ça dure depuis 1 an. Je sais que tu lui offrais des cadeaux, que tu l'emmenais au restaurant, en voyage. Et que tu appelais ça des déplacements professionnels. Je sais tout. Alors épargne-moi tes pitoyables excuses. Timoteo me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Dans ses yeux, je lisais la surprise, la peur, et une sorte de respect. Il ne s'attendait pas à ça. Pas à une femme informée, déterminée, implacable. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il fini par demander. De l'argent? La moitié de la maison? Je veux la justice, ai-je répondu. Je veux récupérer ce qui m'appartient. La moitié de la maison, que tu as payée avec notre argent. Et je veux que tu signes cette demande de divorce. Maintenant. J'ai sorti un stylo de mon sac et le lui ai tendu. Il l'a regardé comme si c'était un serpent. Puis ses yeux sont passés aux documents posés sur la table. Et si je refuse? Alors on ira au tribunal. Et je montrerai tout, les preuves, les photos, les relevés. Je raconterai comment tu as utilisé notre argent pour acheter une maison à ta maîtresse. Je pense que le juge appréciera. Timoteo est resté silencieux, réfléchissant. Je le voyais calculer, évaluer les risques. Il avait toujours été un stratège. Mais cette fois, je l'avais battu à son propre jeu. Très bien, a-t-il dit finalement en prenant le stylo. Je vais signer. Mais à une condition. Tu ne dis rien à personne sur Christina. Ni à mes parents, ni à mes amis, ni à mes collègues. La version officielle sera, on a pris des chemins différents, on a décidé de se séparer en bons termes. J'ai éclaté de rire. Il essayait encore de contrôler la situation. Tu n'es pas en position de poser des conditions, Timoteo. Mais d'accord. Je ne veux ni scandale ni ragot. Je veux juste tourner la page. Commencer une nouvelle vie. Sans toi. Il a hoché la tête, a signé. Sa main tremblait légèrement. Et pour la première fois, je l'ai vu vulnérable. Humain. Et maintenant, a-t-il demandé en me rendant le papier. Tu vas le déposer demain. Oui. Ensuite on partage les biens,
et chacun reprend sa route. Toi avec Christina dans votre maison. Moi, n'importe où, tant que tu n'y es pas. Il a soupiré. C'est à ce moment-là qu'il a compris. C'était fini. Notre mariage, nos rêves, notre avenir. Tout détruit par sa trahison, par ses mensonges. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, Clara, a-t-il murmuré. Je t'aimais. Je t'aime encore. Non, Timoteo, ai-je répondu en secouant la tête. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas trahi. Tu ne m'aurais pas menti. Tu ne serais pas allé voir ailleurs. Tu ne lui aurais pas acheté une maison avec notre argent. Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'habitude, du confort, peut-être un peu d'attachement. Mais pas de l'amour. Je me suis levé et j'ai ramassé mes affaires. J'ai laissé l'enveloppe avec les photos et les documents sur la table. Qu'il regarde. Qu'il réalise ce qu'il a fait. L'addition est réglée, ai-je dit en mettant mon manteau. Adieu, Timoteo. Je suis sorti du restaurant sans me retourner. Dehors, il faisait frais, une fine pluie tombait doucement. Je suis resté sous un auvent, à essayer d'attraper un taxi, et tout à coup, j'ai ressenti un drôle de soulagement. Comme si un énorme poids s'était envolé de mes épaules, comme si je venais enfin de briser des chaînes invisibles qui m'avaient retenu toutes ces années. 5 ans de mariage. 5 ans d'amour, d'espoir, de projet, de confiance. Et tout ça détruit à cause de sa trahison. Mais je n'allais pas le laisser me briser. J'étais plus forte que ce que Timoteo pensait. Plus forte que ce que je pensais moi-même. Assise dans le taxi, je regardais défiler la ville par la fenêtre et je me demandais ce que l'avenir me réservait. Le divorce, le partage des biens, les ragots inévitables, les regards pleins de pitié. Mais après tout ça, la liberté. La liberté de ne plus vivre dans le mensonge, de ne plus être trahi, de ne plus partager ma vie avec un homme qui ne méritait ni mon amour ni ma confiance. En rentrant chez moi, je suis allé directement dans la salle de bain. J'ai enlevé le collier offert par Timoteo, j'ai effacé mon maquillage, enfilé des vêtements confortables. Puis j'ai ouvert une bouteille de vin, versé un verre et je me suis installé près de la fenêtre, à contempler la ville endormie. Je ne savais pas quand Timoteo rentrerait, ni même s'il rentrerait. Peut-être qu'il irait chez Christina, dans leur maison. Ou dormirait chez un ami. Peu importait. Notre mariage était terminé. Officiellement, il se finirait dans quelques mois, quand le tribunal prononcerait le divorce, mais en réalité, il avait pris fin ce soir-là, au restaurant, quand Timoteo avait découvert le contenu de l'enveloppe et compris que sa double vie était révélée. Vers minuit, mon téléphone a sonné. Je pensais que ce serait Timoteo, mais c'était le nom d'Olivia qui s'affichait. « Allô » ai-je dit en décrochant. « Clara, comment tu vas? Comment s'est passée votre soirée ?» Sa voix trahissait son inquiétude. « C'est fini, Olivia. » Je lui ai montré les photos, les documents. Il a signé les papiers du divorce. « Oh Clara !» J'ai entendu son souffle coupé. « Je suis tellement désolé. Jusqu'au bout, j'espérais m'être trompé, que tout ça n'était qu'un malentendu. Tu ne t'es pas trompé. Tout s'est passé exactement comme tu l'as vu. Timoteo voyait une autre femme. Et il lui a même acheté une maison. Avec notre argent. Une maison? Mais comment, où a-t-il trouvé cet argent? Sur notre compte commun. L'argent qu'on mettait de côté pour acheter notre maison. Pour notre avenir. Quel salaud, s'exclama Olivia. Je le croyais sincère. Comment tu as découvert tout ça? Je lui ai raconté rapidement ce qui s'était passé. Comment elle m'avait ouvert les yeux, comment j'avais engagé un détective, comment j'avais tout appris. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu l'as su, a-t-elle demandé quand j'eus terminé. J'ai rassemblé les preuves, préparé les papiers du divorce et je lui ai tout offert pour notre anniversaire. Dans une enveloppe. Olivia a ri, mais son rire était amer. Ma Clara, toujours aussi déterminée. Pas déterminée, Olivia. Juste. Il méritait ce choc. Il méritait ce moment où tout lui explose à la figure. Il méritait de voir sa vie double dévoilée, là, dans le même restaurant où il m'avait demandé en mariage. Tu tiens le coup, demanda-t-elle après un silence. Étonnamment, oui, répondis-je en buvant une gorgée de vin. Bien sûr que j'ai mal. 5 ans, Olivia.
5 ans à aimer cet homme, à faire des projets avec lui. Et pendant tout ce temps, il me mentait. Il me trompait. Mais tu sais ce qui est bizarre? Je ressens du soulagement. Comme si je venais enfin de me débarrasser d'un fardeau que je ne savais même pas porter. C'est normal, dit Olivia. Tu vivais dans un mensonge. Maintenant que la vérité est sortie, ça fait mal, mais tu es libre. C'est une forme de libération. Oui, c'est ça. Une libération. On a encore parlé un peu. Olivia a proposé de venir me tenir compagnie, mais j'ai refusé. J'avais besoin d'être seul, de digérer tout ça, de réfléchir à la suite. Après notre appel, je suis resté longtemps à la fenêtre, mon verre à la main, à repenser à ma vie. À ce qu'elle avait été. À ce qu'elle allait devenir. Je me suis imaginé dans 1 an, dans 2, dans 5. Sans Timoteo. Seul, ou peut-être avec un autre homme. C'était étrange, inconnu, un peu effrayant. Mais c'était aussi excitant. Comme si une nouvelle vie m'attendait, juste de l'autre côté. Timoteo est rentré vers 2 heures du matin. J'ai entendu la porte s'ouvrir discrètement, puis ses pas dans le salon. Je n'avais pas bougé, toujours assise près de la fenêtre. « Clara, on doit parler », dit-il en s'asseyant en face de moi. Je l'ai regardé. Le visage pâle, les cheveux en bataille, les yeux rouges. Il avait l'air d'avoir traversé l'enfer. Et peut-être que c'était le cas. De quoi, ai-je répondu. Il me semble qu'on a déjà tout dit au restaurant. Je veux m'expliquer. Je veux que tu comprennes. Comprendre quoi, Timoteo? Que tu m'as menti? Trompé? Que tu as utilisé notre argent pour une autre? Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Ce n'est pas si simple, Clara. J'étais perdu. Je t'aime vraiment, mais avec Christina, c'était différent. Elle est jeune, pleine de vie, elle. Elle n'est pas moi, ai-je terminé pour lui. Je comprends, Timoteo. Tu t'es lassé. De moi, de notre routine, de notre quotidien. Tu avais envie de nouveautés, de frissons. Mais au lieu d'en parler honnêtement, au lieu de demander le divorce, tu as préféré me trahir. Je ne te reproche pas de ne plus m'aimer. Ça arrive. Mais je te reproche de m'avoir menti. De ne pas avoir eu le courage de me dire la vérité. Il me regardait, abasourdi. Il s'attendait à des cris, à des larmes. Pas à cette lucidité calme. J'ai été lâche, admis-il finalement. J'avais peur de te perdre. Peur de te faire du mal. Et au final, je t'ai perdu. Et je t'ai blessé. Mais de la pire manière. Exactement, ai-je acquiescé. Tu as été lâche. Et cruel. Et maintenant, on paie tous les deux le prix. Qu'est-ce que je peux faire, Clara, demanda-t-il, la voix brisée. Comment réparer ça? Tu ne peux pas, répondis-je en haussant les épaules. Certaines choses ne se réparent pas. Certaines blessures ne guérissent jamais. Une fois que la confiance est brisée, il n'y a plus de retour possible. Notre mariage est fini. La seule chose que tu puisses faire, c'est te comporter dignement. Ne complique pas le divorce. Ne fuis pas tes responsabilités. Et surtout, ne raconte pas de mensonges à mon sujet. Je ne parlerai jamais mal de toi, dit-il, indigné. Je t'aime encore, tu sais. Je souris amèrement. Épargne-moi ce genre de phrase, Timoteo. Elle sonne encore plus ridicule après tout ce qui s'est passé. Il baissa la tête et se tut. On resta silencieux quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Je vais faire mes valises et partir demain matin, dit-il finalement. Tu as raison, ce n'est pas une bonne idée qu'on vive encore ensemble pendant la procédure de divorce. Tu vas aller où, demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Chez Christina. Dans la maison. La maison achetée avec notre argent commun, lâchai-je d'un ton sec. Je te rendrai cet argent, Clara. Jusqu'au dernier centime. Je vendrai quelque chose, j'emprunterai s'il le faut. Mais je te le rendrai. On verra bien. Je me levai, lui faisant comprendre que la discussion était terminée. Je vais dormir. Dans la chambre d'amis. Tu peux rester dans notre chambre. Jusqu'à demain. Je marchai vers la porte, mais sa voix basse me fit m'arrêter. Pardonne-moi, Clara.
Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais, si un jour tu peux, pardonne-moi. » Je me retournai et le regardai. Cet homme que j'avais aimé pendant 5 ans. Avec qui j'avais rêvé de vieillir, d'avoir des enfants. Cet homme qui m'avait trahi de la manière la plus cruelle. « Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner, Timothéo. Mais je sais une chose, je ne te laisserai pas me briser. Je vais continuer à vivre. Et je serai heureuse. Sans toi. » Sur ces mots, je quittai la pièce, le laissant seul avec ses pensées, ses regrets, sa culpabilité. Le lendemain matin, à mon réveil, Timothéo était déjà parti. Sur la table de la cuisine, il avait laissé un mot. « Clara, je suis parti comme promis. J'ai pris seulement mes affaires personnelles, tout le reste te revient. Je te laisse aussi les clés de l'appartement. Je te contacterai via mon avocat pour la répartition des biens. Encore désolé pour tout. Timothéo. » J'ai froissé le mot et je l'ai jeté à la poubelle. Puis j'ai fait du café, me suis assise à la table, et j'ai ouvert mon ordinateur. Il fallait que je dresse la liste des choses à faire aujourd'hui, déposer la demande de divorce, voir mon avocat, vérifier quels autres documents seraient nécessaires pour le partage. La vie continuait. Sans Timothéo, sans nos projets à 5 ans, sans les illusions d'un amour éternel. Mais avec de nouvelles opportunités, un nouvel horizon, une nouvelle moi plus forte, plus déterminée, prête à regarder la vérité en face. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Mais je savais une chose, plus jamais je ne vivrai dans le mensonge. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me trahir en pensant s'en sortir. Je mérite mieux. Et j'étais bien décidé à obtenir ce mieux, quoi qu'il m'en coûte. Sur cette pensée, j'ai fini mon café, pris mon sac et quitté l'appartement. Pas seulement physiquement. Je refermais la porte sur mon passé, sur ces 5 années de mariage avec Timothéo, sur une vie construite sur des mensonges. Une nouvelle page m'attendait. Et j'étais prête à l'écrire. J'ai déposé la demande de divorce le jour même. La procédure fut plus simple que je ne l'avais imaginé. Sans doute parce que Timothéo ne contestait rien et acceptait un partage équitable. Par l'intermédiaire de nos avocats, nous avons convenu des points suivants. Je gardais l'appartement où nous vivions. Timothéo récupérait la voiture achetée 2 ans plus tôt. Quant à la maison achetée pour Christina, il s'engageait à me verser la moitié de sa valeur dans l'année. À nos proches, nous avons annoncé le divorce sans entrer dans les détails. Comme convenu, nous avons dit que nos chemins s'étaient séparés, que nous avions des objectifs différents. Certains y ont cru, d'autres non, mais personne n'a insisté, voyant bien que je ne voulais pas en parler davantage. Les parents de Timothéo ont été bouleversés. Surtout sa mère, qui m'avait toujours traité avec tendresse et disait souvent que j'étais la femme idéale pour son fils. Si elle avait su à quel point son fils était loin de l'idéal. Mes parents, eux, ont accueilli la nouvelle avec compréhension. Ils m'ont toujours soutenu dans mes choix. Maman, cependant, n'a pas pu s'empêcher de demander. « Il t'a trompé, Clara ?» Je n'ai pas menti. « Oui, maman. Et pas juste une aventure. Il avait une double vie. » Elle secoua la tête, la colère et la peine dans les yeux. « Quel salaud! Je le croyais tellement respectable. Comment tu as su ?» Je lui ai raconté brièvement l'histoire, comment Olivia avait vu Timothéo avec une autre, comment j'avais engagé un détective, comment j'avais découvert la maison achetée avec notre argent. « Et qu'est-ce que tu as fait ensuite ?» demanda-t-elle, une fois mon récit terminé. J'ai réuni les preuves, préparé la demande de divorce, et je lui ai offert le tout en cadeau d'anniversaire. Dans une enveloppe. Maman a ri, mais son rire était sans joie. Ma fille, toujours aussi déterminée. Pas déterminée, maman. Juste. Il méritait ce choc, ce moment où il a compris qu'il était démasqué. Il méritait de voir ses sales petits secrets étalés sur la table du restaurant où il m'avait demandé en mariage. Maman hocha la tête, approuvant. Tu as raison, ma chérie. Il l'a bien cherché. Et tu sais quoi? Je suis fier de toi. Tu as agi avec force, avec dignité. Beaucoup de femmes, dans ta situation, se seraient effondrées, auraient pardonné, seraient restées. Toi, tu t'es respecté. Tu as montré que personne, pas même un homme qu'on aime, n'a le droit de te trahir sans conséquence. Ces mots m'ont profondément touché. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Mais l'entendre de la bouche de ma mère, sentir sa fierté, ça m'a donné encore plus de force.
Le divorce a été finalisé 3 mois plus tard. Rapidement, sans drame. Timoteo a tenu parole, m'a laissé l'appartement, a commencé à me verser la compensation pour la maison. On ne s'est quasiment pas parlé pendant cette période, tout passé par les avocats. Je ne l'ai revu qu'une seule fois, lors de la dernière audience au tribunal. Il avait l'air amaigri, fatigué, mais aussi soulagé. Comme si, pour lui aussi, ce divorce était à la fois une fin et un nouveau départ. Après l'audience, il m'a rejoint alors que j'attendais un taxi devant le tribunal. « Salut », a-t-il dit en changeant de pied, mal à l'aise. « Tu vas bien ?»« Ça va », ai-je répondu d'un ton neutre. « Et toi ?»« Moi aussi. Je travaille, je vis. » Il s'est arrêté, ne sachant visiblement pas quoi ajouter. « Je voulais te dire merci. »« Merci ?» J'ai levé un sourcil, surprise. Pour ne pas avoir transformé notre divorce en guerre. Pour ne pas avoir raconté à tout le monde ce que j'ai fait, même si tu en avais le droit. Pour m'avoir laissé un peu de dignité. Je haussai les épaules. J'ai promis, Timoteo. Et moi, je tiens mes promesses. Contrairement à d'autres. Il tressaillit, comme si je venais de le gifler, mais il ne répondit rien. Tu es juste, comme toujours, dit-il après un court silence. Je l'ai mérité. Et même bien plus. On se tut. Je regardais la route, guettant un taxi. Lui, fixait ses chaussures. Christina est enceinte, dit-il soudain, me forçant à tourner la tête vers lui. 4 mois. Ce sera une fille. J'eus un pincement au cœur. Pas de jalousie. Mais une douleur sourde, cet enfant aurait pu être le nôtre. Avec Timoteo, on avait prévu d'avoir un bébé lors de notre 6e année de mariage. Quand on serait bien installé, avec notre maison, prêt financièrement et mentalement. Et maintenant, c'était avec une autre qu'il allait devenir père. Félicitations, dis-je en tentant de paraître sincère. J'espère que tu seras un bon père. Je vais faire de mon mieux, répondit-il en hochant la tête. Tu sais, cette expérience, la tromperie, la découverte, le divorce m'a ouvert les yeux. J'ai compris à quel point le mensonge peut laisser un vide immense et douloureux. Je ne veux plus jamais vivre comme ça. Plus jamais blesser ceux que j'aime. Eh bien, je suis contente que tu en aies tiré quelque chose, dis-je, sans réussir à dissimuler l'ironie dans ma voix. Dommage simplement qu'il t'ait fallu détruire notre mariage et me faire autant de mal pour en arriver là. Je sais, Clara, dit-il en baissant les yeux. Et je le regretterai toute ma vie. Mais je veux que tu saches une chose, tu mérites le meilleur. Tu mérites quelqu'un qui t'aime, te respecte, soit honnête avec toi. Quelqu'un que je n'ai pas su être. Un taxi approchait. Je fis signe au chauffeur. Il est temps pour moi de partir, Timoteo. Je te souhaite d'être heureux avec Christina et votre enfant. Et j'espère sincèrement que tu as retenu la leçon. Je suis monté dans le taxi sans me retourner. Mais dans le rétroviseur, je l'ai vu, debout sur le trottoir, me regardant m'éloigner, pour de bon. Chez moi, j'ai ouvert une bouteille de vin, rempli un verre et je suis sorti sur le balcon. La soirée était douce, printanière. L'air sentait les pommiers en fleurs. Au loin, une musique légère flottait dans l'air. Je contemplais la ville qui s'étendait devant moi et pensais à tout ce qui avait changé en 3 mois. J'étais libre. Libre d'un mariage construit sur des mensonges. Libre d'un homme qui ne m'avait pas aimé assez pour me dire la vérité. Libre de mes illusions sur l'amour éternel. Mais je me sentais aussi seul. Pendant 5 ans, j'avais partagé ma vie, mon lit, mes rêves avec lui. Et maintenant, j'étais seul, dans cet appartement qui avait été le nôtre. Seul avec mes pensées, mes peurs, mes espoirs. La nouvelle de la grossesse de Christina m'avait touché plus que je ne l'aurais cru. Pas par jalousie. Pas par amour pour Timoteo, cet amour était mort depuis longtemps. Mais parce qu'un morceau de mon avenir, tel que je l'avais imaginé, venait de s'éteindre. J'avais 32 ans. Ce n'est pas vieux, mais ce n'est pas tout jeune non plus quand on pense à avoir un enfant, à reconstruire quelque chose. Est-ce que j'allais rencontrer quelqu'un en qui j'aurais confiance? Est-ce que j'aurais encore le temps d'avoir un enfant sans mettre ma santé ou celle du bébé en danger? Ces questions tournaient dans ma tête sans relâche. Le téléphone sonna. C'était Olivia. « Salut ma belle. » Sa voix était joyeuse et légère. « Alors, ça y est?
C'est officiel, répondis-je. Je suis de nouveau une femme libre. Parfait. On fête ça ce soir. Je passe te prendre dans une demi-heure. Et pas de refus. Je souris. Olivia savait toujours ce qu'il me fallait, même quand moi je l'ignorais. D'accord. Je t'attends. Le bar était plein, bruyant. Vendredi soir oblige. Les gens riaient, buvaient, dansaient. On trouva une table dans un coin. On commanda des cocktails et quelques tapas. À ta liberté, dit Olivia en levant son verre. À une nouvelle vie sans trahison ni mensonge. Je souris et trinquai avec elle. À la nouvelle vie. L'alcool me réchauffait doucement, dissipant peu à peu la tension accumulée. Et maintenant, demanda Olivia en commandant une deuxième tournée. C'est quoi le plan? Je réfléchis. C'était une question que je m'étais posée 1000 fois ces dernières semaines, sans jamais trouver de réponse claire. Je ne sais pas. Travailler, vivre, peut-être voyager. J'ai toujours rêvé de visiter l'Italie, mais Timoteo repoussait toujours. Il disait qu'on devait d'abord acheter une maison, s'installer. Eh bien par maintenant, s'exclama Olivia. Qu'est-ce qui t'en empêche? Prends des vacances, réserve tes billets. Rome, Venise, Florence. L'art, l'histoire, les hommes italiens. Elle me fit un clin d'œil et je ris. Les hommes italiens? Olivia, je viens à peine de divorcer. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour penser à une nouvelle relation. Qui a parlé de relation, dit-elle en haussant les épaules. Un petit flirt, une histoire de vacances, juste ce qu'il faut pour te sentir vivante, désirable. Je secouai la tête. Olivia avait toujours été plus libre, plus audacieuse que moi. Elle changeait d'amant comme de chaussures et ne laissait jamais personne s'installer dans sa vie. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il me faut, répondis-je. Mais l'Italie, oui, pourquoi pas changer d'air, de décor? Me retrouver. Réfléchir à l'avenir. Parfait, dit-elle en tapant dans ses mains. Demain, on cherche les vols et les hôtels. Je t'aide à tout organiser. Merci, ma belle, dis-je en souriant. L'Italie. Ce pays dont j'ai tant rêvé. Il sera le symbole de ma renaissance. On est resté au bar jusqu'à minuit. À parler, à rire, à faire des plans. Olivia me racontait son boulot, un nouvel homme qu'elle venait de rencontrer, son envie de déménager. Je l'écoutais, en observant les gens autour de nous. À un moment, mon regard croisa celui d'un homme au bar. Grand, carré d'épaules, cheveux bruns relevés en un chignon décoiffé. Il me fixait, sans détourner les yeux. Quand nos regards se croisèrent, je rougis et détournai la tête. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Olivia en me lançant un regard complice. « Rien » répondis-je en souriant. « C'est juste, le gars au bar me regarde. » Olivia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et siffla doucement. « Waouh !» Et il te fixe sérieusement. Et franchement, il est canon. Très, très canon. « Olivia, arrête » répondis-je en sentant mes joues s'empourprer encore plus. Je suis mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'un bel homme s'intéresse à toi? Clara, tu es une femme magnifique. Intelligente, cultivée, avec de l'humour. Pourquoi les hommes ne s'intéresseraient-ils pas à toi? Parce que je viens de divorcer. Parce que j'ai le cœur en miettes. Parce que je ne suis pas prête pour autre chose. Mais qui te parle de relation, dit Olivia en haussant les épaules. Peut-être qu'il veut juste t'offrir un verre, discuter, passer un bon moment. Rien de plus. Je jetai à nouveau un coup d'œil vers le bar. Il me regardait toujours, et quand nos regards se croisèrent de nouveau, il me sourit doucement et leva son verre dans un geste de salut. Tu vois, fit Olivia en me donnant un coup de coude. Il est clairement intéressé. Et on dirait bien qu'il vient vers nous. En effet, l'homme se leva et s'approcha de notre table. Mon cœur s'emballa. De stress? D'excitation? D'appréhension? Je ne savais pas trop. Bonsoir, mesdames, dit-il en arrivant près de nous. Il avait une voix grave et chaleureuse, avec une légère pointe de rauque. Pardonnez-moi de vous déranger, mais je ne pouvais pas ne pas vous dire que vous. Il me regarda droit dans les yeux, êtes absolument ravissante ce soir. Je ne savais pas quoi répondre. Les compliments trop directs m'ont toujours mise mal à l'aise. Merci,
murmurai-je en baissant les yeux. Je m'appelle Arthur, continua-t-il. Je peux me joindre à vous? Promis, je ne serai pas envahissant. Je lançai un regard à Olivia, à la recherche d'un signe. Elle sourit et hocha la tête. Bien sûr, assieds-toi, dit-elle en montrant la chaise libre. Moi, c'est Olivia, et voici ma copine Clara. On fête son divorce. Olivia, protestai-je, gêné. Ce n'était pas le genre d'information à partager avec un inconnu. Un divorce, dit Arthur en haussant les sourcils. Dans ce cas, permettez-moi de vous offrir un verre. Pour célébrer votre liberté. Il fit signe à la serveuse et, quelques instants plus tard, de nouveaux cocktails arrivèrent. Alors, Clara, dit Arthur en se tournant vers moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quand vous ne fêtez pas des divorces dans les bars? Je suis professeur, répondis-je, un peu plus à l'aise. Et vous? Je suis architecte. Je conçois des maisons, des immeubles, parfois des espaces publics. Architecte, m'étonnai-je. Ça doit être un métier très créatif. Ça l'est, oui, répondit-il en souriant. Créer des espaces où les gens vont vivre, travailler, se détendre, c'est à la fois une responsabilité et un vrai plaisir. On se mit à discuter. Arthur était captivant. Intelligent, cultivé, drôle. Il me parlait de ses projets, de ses voyages, des livres qu'il lisait. Je l'écoutais, peu à peu plus détendu, me laissant aller à la conversation, à l'instant. Voyant que le courant passait bien entre nous, Olivia s'éclipsa bientôt, prétextant qu'elle devait se lever tôt. Je savais que c'était un faux prétexte pour nous laisser seuls, mais je ne protestais pas. J'étais bien. Pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais ni à Timothéo, ni à la trahison, ni au divorce. Je profitais du moment. On est resté au bar jusqu'à la fermeture, parlant de tout et de rien. De films, de livres, de lieux qu'on rêvait de visiter, de projets, de rêves. Arthur ne m'a pas posé de questions sur mon ex, ni sur les raisons du divorce. Il sentait que c'était un sujet sensible, et il l'a simplement évité. Quand il fut temps de partir, il me proposa de me raccompagner. Merci, mais je vais appeler un taxi, répondis-je, hésitante. Moi aussi. Je veux juste m'assurer que vous rentrez bien. La ville la nuit n'est pas toujours très sûre. Son attention me toucha. Il n'y avait rien d'intrusif ou de possessif. Juste de la bienveillance. D'accord, acceptai-je. Merci. On sortit dans la fraîcheur de la nuit. Arthur appela un taxi via une appli. On attendait sur le trottoir, dans un calme presque apaisant, rythmé seulement par les voitures au loin. Vous savez, Clara, dit-il soudain, je suis vraiment content d'avoir eu le courage de venir vous parler ce soir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une soirée aussi agréable. Moi aussi, avouai-je avec sincérité. Merci pour votre compagnie. J'aimerais beaucoup vous revoir, dit-il en me regardant dans les yeux. Pour dîner? Ou visiter un musée? Ou même juste se promener dans un parc? En moi, deux voix s'affrontaient. L'une me disait de dire oui, de me laisser une chance. L'autre me soufflait de rester prudente, de ne pas risquer un nouveau chagrin. Je ne suis pas sûre d'être prête pour une nouvelle relation, dis-je franchement. Comme vous le savez, je viens juste de divorcer. J'ai besoin de temps pour me retrouver. Arthur hocha la tête et sourit doucement. Je comprends. Et je ne veux pas vous brusquer. On peut simplement devenir amis. Pas de pression. Juste deux personnes qui passent un bon moment ensemble. Sa proposition était raisonnable. Et tentante. Pourquoi pas, après tout? D'accord, dis-je enfin. Essayons. Arthur sourit, un sourire chaleureux, sincère, sans prétention. Parfait. Je peux prendre votre numéro? On échangea nos contacts. Le taxi arriva. Il m'ouvrit la porte, attendit que je m'installe, puis referma doucement. À bientôt, Clara, dit-il en se penchant vers la vitre. Je vous appelle demain. À bientôt, Arthur, répondis-je, le cœur un peu plus léger. La voiture démarra, et je regardai dans le rétroviseur. Il était toujours là, debout sur le trottoir, me suivant des yeux. Ce soir, quelque chose de nouveau était entré dans ma vie. Quelque chose de léger, de surprenant, d'agréable. Quelque chose qui m'avait fait me sentir à nouveau vivante. Rentré chez moi,
encore sur mon petit nuage, je bus un verre d'eau, enfilai mon pyjama et me glissai sous la couette. Mais le sommeil ne venait pas. Je restais allongé, à fixer le plafond, repensant à la soirée, à la conversation avec Arthur, à son invitation. Mon téléphone vibra. Un message. C'était lui. Merci pour cette belle soirée, Clara. J'espère que vous êtes bien rentrée. Faites de beaux rêves. Je souris en lisant son message. Simple, poli, sans sous-entendu. Et pourtant si attentionné, si délicat. Merci, Arthur, répondis-je. J'ai passé une très belle soirée moi aussi. À bientôt. Je reposai mon téléphone sur la table de nuit, fermai les yeux, sentant la fatigue m'envahir enfin. La journée avait été longue. Elle avait commencé par la fin officielle de mon mariage, et s'était terminée par un possible début de quelque chose de nouveau. La vie continuait, pleine de surprises. Les semaines suivantes passèrent comme dans un brouillard. J'étais absorbé par les préparatifs de mon voyage en Italie, le travail, les sorties avec des amis et les rendez-vous avec Arthur. Oui, on se voyait. D'abord comme amis. On allait au musée, on se promenait dans les parcs, on discutait de tout. Il était patient, ne forçait rien, me laissait du temps pour m'habituer à lui, à l'idée qu'une nouvelle relation était peut-être possible. Notre premier vrai rendez-vous eut lieu une semaine après notre rencontre au bar. Arthur m'avait invité dans un petit restaurant italien. Pas celui où Timoteo m'avait demandé en mariage, un autre endroit, plus intime, plus chaleureux, avec de la musique en live et une cuisine exquise. Je me suis dit que ce serait une belle mise en bouche avant votre voyage en Italie, dit-il en s'installant à table. Vous vous souvenez, répondis-je en souriant, touché par son attention. Évidemment. Je retiens tout ce que vous me dites. La soirée fut parfaite. On a mangé des pâtes, bu du vin, écouté la musique, parlé sans voir le temps passer. Arthur me raconta son dernier projet, la rénovation d'un vieux manoir en centre-ville. Je lui parlais de mes élèves, de leurs progrès, de leurs bêtises. Après le dîner, il me raccompagna à pied. Le chemin était long, mais la nuit était douce, étoilée, et j'avais envie que ce moment dure encore. Devant la porte de mon immeuble, il s'arrêta, plongea ses yeux dans les miens. « Merci pour cette belle soirée, Clara, dit-il doucement. »« Merci à vous, répondis-je, sentant mon cœur s'emballer sous son regard. » Il se pencha vers moi, et je compris qu'il allait m'embrasser. Une seconde, j'hésitais. Était-ce trop tôt? Était-ce une bonne idée? Puis j'ai balayé ses doutes. J'avais le droit d'être heureuse. D'avoir de nouvelles émotions. Ses lèvres effleurèrent les miennes avec douceur, comme s'il demandait la permission. Je répondis à son baiser, sentant une chaleur m'envahir. C'était si différent des baisers de Timoteo. Pas de routine, pas de prévisibilité. Juste cette sensation d'un nouveau départ. « Bonne nuit, Clara, » dit Arthur en se reculant. « Je vous appelle demain. »« Bonne nuit, Arthur, » soufflai-je, encore troublé par le goût de ses lèvres. Je montai chez moi porté par une vague de légèreté. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment vivante. Comme si après un long hiver, le printemps était enfin revenu dans ma vie. Bien sûr, tout n'était pas simple. Parfois, les doutes revenaient. Et si Arthur finissait par me trahir lui aussi? Et si je me trompais encore? Et si je n'étais pas capable de voir au-delà des apparences? Mais peu à peu, ces peurs s'effaçaient. Arthur ne me donnait aucune raison de douter. Il était honnête, attentif, présent. Il écoutait, respectait mes limites, s'intéressait à ce que je pensais. Il était vrai. 2 semaines après notre premier rendez-vous, je lui racontai toute la vérité sur mon divorce. L'infidélité de Timoteo, l'autre femme, la maison achetée dans notre dos. Comment j'avais découvert tout ça, réuni les preuves, et tout remis dans une enveloppe le jour de notre anniversaire de mariage. Arthur m'écouta sans m'interrompre. Il me serrait doucement la main quand il sentait que j'avais du mal à parler. Quand je terminai, il resta silencieux un instant. « Tu es incroyablement forte, Clara, » dit-il enfin. Beaucoup auraient sombré. Se seraient renfermés, culpabilisés. Toi, tu as agi. Tu es resté digne, tu ne t'es pas laissé écraser. Je ne me sentais pas forte, avouai-je. J'avais mal, j'avais peur, je me sentais seul. Mais je savais que je devais me protéger, me défendre,
penser à mon avenir. C'est ça, la vraie force, dit-il en serrant ma main. Agir malgré la douleur et la peur. Ces mots m'émurent profondément. Il comprenait ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti, pourquoi j'avais agi comme je l'avais fait. Merci de m'avoir raconté tout ça, ajouta-t-il. Je sais que ce n'était pas facile. Et je veux que tu saches quelque chose, jamais je ne te ferai ce que ton ex t'a fait. Je ne te trahirai pas. Je ne te mentirai pas. Je ne te ferai jamais ce genre de mal. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, secouai-je la tête. Personne ne sait ce que demain nous réserve. Tu as raison, dit Arthur. Mais je peux te promettre que je ferai tout pour que tu te sentes bien. En sécurité. Aimer. Aimer. Ce mot resta suspendu entre nous. C'était trop tôt pour parler d'amour, on le savait tous les deux. Mais quelque chose était bel et bien en train de naître. Quelque chose de profond, de sincère. La veille de mon départ pour l'Italie, Arthur m'invita chez lui. Il vivait dans un petit appartement ancien, au centre-ville. Lumineux, spacieux, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres. Il avait lui-même imaginé l'aménagement, et ça se voyait. Chaque objet, chaque meuble semblait à sa place. Il avait cuisiné pour moi. Du poisson au four avec des légumes, une salade légère, du vin blanc. On a dîné, ri, discuté. Après, il me montra son atelier, une pièce pleine de plans, de maquettes, de livres d'architecture. Voilà mon projet actuel, dit-il en désignant une maquette. Une future bibliothèque dans le nord de la ville. Je l'observais avec admiration. Chaque détail était pensé, élégant, inspiré. C'est magnifique, Arthur. Tu as un vrai talent. Merci, répondit-il avec un petit sourire gêné. Ce n'est pas encore la version finale, mais l'idée est là. On retourna au salon, on s'installa sur le canapé. Il mit un peu de musique douce. Une ambiance calme, chaleureuse. Tu pars vraiment demain, demanda-t-il en me regardant dans les yeux. Oui. Rome, Florence, Venise. 2 semaines de beauté, d'art, d'histoire. Tu vas me manquer, dit-il simplement. Toi aussi, avouai-je, étonné par la sincérité de mes mots. En quelques semaines, Arthur était devenu important. Un repère. Un compagnon. Il s'approcha de moi, et on s'embrassa. Cette fois, ce n'était pas un baiser timide. C'était intense, passionné, plein de désir et de besoin de connexion. Je n'avais pas prévu de rester cette nuit-là. Je n'avais pas prévu d'aller aussi loin, aussi vite. Mais quand ses mains glissèrent sous ma blouse, quand ses lèvres trouvèrent ce point sensible dans mon cou, tous mes plans s'évaporèrent dans un tourbillon de désir. Nous avons fait l'amour lentement, tendrement, apprivoisant nos corps, découvrant ce qui procurait du plaisir, ce qui faisait frissonner, ce qui coupait le souffle de bonheur. C'était tellement différent de ma relation avec Théo. Pas de routine, pas de prévisibilité, juste de la nouveauté, de la découverte, un pur plaisir sans bavure. Après, blotti contre lui, je ressentais un calme étrange. Aucun regret, ni honte, ni inquiétude pour l'avenir. Juste la chaleur de son corps contre le mien, ce silence confortable rythmé uniquement par notre respiration. « Tu vas bien » murmura-t-il en caressant mes cheveux. « Plus que » répondis-je, levant la tête pour le regarder. C'était « merveilleux ». « Oui » sourit-il. « Merveilleux ». Nous nous sommes endormis enlacés, et ce fut la plus belle nuit depuis des mois. Sans cauchemar, sans réveil en sueur, sans pensée lourde. Juste un sommeil réparateur, une impression de sécurité dans les bras de quelqu'un en qui j'avais confiance. Le matin, Arthur m'a préparé le petit déjeuner, des pancakes, des fruits frais, du café. Nous mangions en nous regardant par-dessus les tasses, échangeant des sourires comme un secret à deux. « Ton avion est à quelle heure » demanda-t-il en débarrassant la table. 6 heures du soir, répondis-je en l'aidant. Mais je dois passer à la maison, prendre ma valise, vérifier que tout est prêt. Je peux t'emmener à l'aéroport, proposa-t-il. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Avec plaisir, souris-je. Ce serait parfait. Nous avions convenu qu'il me récupérerait à 15 heures. C'était suffisant pour arriver à temps pour l'enregistrement et les bagages. Avant de partir, nous sommes restés un long moment à la porte, enlacés, comme si nous ne pouvions pas nous séparer,
même pour quelques heures. À bientôt, Clara, dit Arthur en m'embrassant. Je compterai chaque minute. À bientôt, répondis-je, le cœur serré d'une tendre émotion que je n'osais pas encore appeler amour. Chez moi, j'ai fini de préparer mes affaires, vérifier billets, passeport, réservation. Tout était prêt. J'étais prête pour ce voyage, ce nouveau chapitre, cette parenthèse avec moi-même pour comprendre ce que je veux vraiment du futur. Arthur est arrivé à 15 heures, comme promis. Il m'a aidé avec la valise et nous sommes partis pour l'aéroport. En chemin, nous parlions de l'Italie, des lieux que je voulais voir, des plats à goûter, des vins à découvrir. J'ai été à Rome il y a quelques années, racontait Arthur. J'étais à une conférence d'architecture. C'est incroyable. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque piazza respire l'histoire, la beauté. Tu me donnes encore plus envie d'y aller, dis-je en souriant. Tu vas adorer l'Italie, affirma-t-il. Elle est faite pour toi. Sensible, émotive, aimant la beauté et l'art. À l'aéroport, il est venu avec moi jusqu'au comptoir d'enregistrement devant la barrière réservée aux passagers. C'est tout, dit-il, les yeux dans les miens. 2 semaines sans toi. Ça va être dur. Pour moi aussi, répondis-je. Mais je t'enverrai plein de messages, et je reviendrai vite. Je vais attendre ton retour, dit-il en m'embrassant longuement, comme s'il voulait graver le contour de mon corps dans la chaleur de ses bras. Bon voyage, Clara. Merci, Arthur, dis-je en retour, sans me préoccuper d'être en public. Merci pour tout. Je passai la sécurité, me retournai une dernière fois et vis Arthur me faire un dernier signe. Puis je continuai, m'engageant vers mon vol, vers mon voyage, vers ma nouvelle vie. L'Italie m'a accueilli avec le soleil, la chaleur, les parfums de fleurs et de pain chaud. Rome, la ville éternelle, m'a impressionné par sa grandeur, son histoire, sa beauté. Je me promenais dans ces rues, émerveillé par l'architecture, photographiant chaque détail pour pouvoir les partager avec Arthur. Nous communiquions tous les jours. Je lui envoyais des photos, racontais mes découvertes, les gens rencontrés, les plats goûtés. Il me répondait, parlait de son travail, du temps chez nous, de ses manques. À Florence, je suis tombée amoureuse de la Renaissance. J'ai passé des heures dans des galeries à admirer Botticelli, Michel-Ange, Giotto. Venise m'a enchanté avec ses canaux, ses gondoles, ses ruelles étroites où l'on se perd et découvre des trésors cachés. De petits restos sympas, des boutiques d'antiquités, des cours secrets avec fontaines. J'ai rencontré divers voyageurs, des locaux, des guides, des serveurs. Des hommes m'ont fait des compliments, invités à boire un café, m'ont proposé de faire connaissance. Mais j'ai poliment décliné. Mon cœur appartenait à quelqu'un. Et je savourais ce sentiment naissant, ce frisson, cette attente. Le dernier jour en Italie, j'étais assise dans un petit café au bord du Grand Canal, à Venise, buvant un café et regardant les gondoles passer. Mon téléphone a sonné. C'était Arthur. « Salut, dit-il, et j'ai senti dans sa voix une pointe d'excitation. « Comment ça va ? Comment est Venise ? » « Génial, répondis-je en souriant. Venise est magnifique. Dommage que je reparte demain. Je t'attends avec impatience, répondit-il. J'ai une surprise pour toi. Une surprise, relevai-je les sourcils, intrigué. Quelle surprise ? Si je te le dis, ce n'est plus une surprise, répondit-il en riant. Tu sauras quand tu rentreras. Nous avons un peu parlé encore, et je remarquai qu'Arthur semblait particulièrement nerveux, même un peu anxieux. Quelle surprise préparait-il ? Ces questions occupèrent toute ma journée, toute ma nuit, tout le vol retour. J'imaginais le théâtre, un dîner, un cadeau commandé en Italie. Dès que je suis entré dans le hall d'arrivée, il m'attendait. Avec un bouquet de pivoine. Mes fleurs préférées. Je ne savais même pas que je lui en avais parlé, mais il avait retenu. « Bienvenue à la maison, dit-il en m'embrassant. Tu m'as tellement manqué. » Moi aussi, dis-je en respirant son odeur, savourant la chaleur de ses bras. Alors, la surprise. Arthur sourit. Patiente, Clara. On va d'abord chez toi. Tu te reposes. Et seulement après, la surprise. J'ai accepté, même si ma curiosité bouillonnait. Nous sommes rentrés. Je raconta mes aventures italiennes. Il m'écoutait, posant des questions,
mais je sentais encore son excitation. Chez moi, je pris une douche, me changeai et nous sommes repartis. Il ne disait rien sur la destination, se contentant de sourire face à mes questions. On quitta la ville, et je me demandais. Où m'emmenait-il? Un resto à la campagne? Un parc? Une surprise encore plus belle? Enfin, après une demi-heure de route, Arthur tourna sur un petit chemin menant vers une forêt. Encore quelques minutes, et nous nous arrêtâmes devant une maison. Une grande maison en bois sur 2 étages, avec de grandes fenêtres et une terrasse. « C'est quoi cet endroit ?» demandai-je en observant la maison, surprise. « Mon nouveau projet » répondit Arthur, les yeux brillants. « Tu veux visiter ?» Bien sûr, acquiesçai-je, sans comprendre en quoi consistait la fameuse surprise. Nous sortîmes de la voiture et approchâmes de la maison. Arthur sortit une clé, ouvrit la porte et m'invita à entrer. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur. Un grand salon lumineux avec vue sur la forêt, une cheminée dans un coin, un escalier en bois menant à l'étage. Une cuisine ouverte avec un îlot central. « C'est magnifique, Arthur, dis-je en marchant dans la pièce. C'est toi qui l'as dessiné ? Oui, répondit-il en me suivant. C'était un projet un peu spécial. Nous montâmes à l'étage. Il y avait plusieurs chambres, une salle de bain, un bureau. Tout était pensé dans les moindres détails, tout respirait le confort, la chaleur, le sentiment de chez soi. J'adore, dis-je sincèrement en redescendant au salon. Tu as un vrai don. Je suis heureux que ça te plaise, dit Arthur, visiblement nerveux malgré son sourire. Parce que je l'ai construite pour toi. Je restais figé, incertaine d'avoir bien entendu. Quoi? Cette maison, reprit-il après une inspiration. J'ai commencé à la concevoir quand tu m'as parlé de ton divorce, du fait que ton ex avait acheté une maison pour une autre femme. Tu m'as dit que tu rêvais d'avoir un endroit à toi, où tu pourrais te sentir en sécurité, recommencer à zéro. Je n'arrivais pas à y croire. Arthur avait construit une maison. Pour moi? En 2 semaines, pendant que j'étais en Italie. Mais comment? Quand? Je n'arrivais pas à formuler une seule pensée cohérente. En fait, je travaillais déjà sur ce projet avant qu'on se rencontre, expliqua Arthur en voyant mon trouble. C'était juste une idée, un rêve. Mais après t'avoir connu, après avoir entendu ton histoire, j'ai su que je voulais rendre ce rêve réel. Pour toi. Mais, c'est trop, Arthur, secouai-je la tête, encore sous le choc. On se connaît à peine depuis quelques semaines. Je sais, dit-il calmement. Je ne te demande pas d'emménager tout de suite. Ni de prendre une décision maintenant. Je voulais juste te montrer que tous les hommes ne sont pas comme ton ex. Que certains ne trahissent pas, ne mentent pas, ne manipulent pas. Certains aiment. Et veulent rendre la personne qu'ils aiment heureuse. Aime. Ce mot flotta entre nous. Pour la première fois, dit à voix haute, clairement. Tu m'aimes, demandai-je, le cœur battant. Oui, répondit-il sans hésitation. Je sais que ça paraît fou. On ne se connaît pas depuis longtemps. Mais je n'ai jamais ressenti ça avant. Depuis cette première soirée au bar, cette première conversation. Tu es spéciale, Clara. Et je t'aime. Je le regardais, cet homme qui avait transformé ma vie en si peu de temps, qui m'avait redonné envie de ressentir, d'espérer, de rêver. Cet homme qui avait construit une maison, pas pour me piéger, ni me retenir, mais pour exprimer ce qu'il ressentait. Par amour. Et à cet instant, j'ai compris que moi aussi, je l'aimais. Malgré le peu de temps, malgré les blessures du passé, malgré mes doutes. Je l'aimais. Et peut-être, pour la première fois, j'étais aimé en retour, vraiment. Moi aussi je t'aime, Arthur, dis-je, et ces mots étaient les plus sincères, les plus vrais, les plus importants que j'avais jamais prononcés. Il s'approcha, m'enlaça, et nous restâmes là, dans les bras l'un de l'autre, au milieu de la maison qu'il avait construite. Pour moi. Pour nous. Pour notre avenir. Alors, demanda Arthur en me regardant dans les yeux. Elle te plaît, cette maison? Elle est parfaite, répondis-je en souriant, les larmes aux yeux. Comme toi. On passa toute la journée dans la maison, à explorer chaque pièce, à parler d'éventuels changements, d'améliorations. Arthur partageait ses idées, comment il imaginait notre vie ici, un jardin à l'entrée,
une terrasse pour boire notre café le matin en regardant la forêt. Le soir venu, nous sommes retournés en ville, chez moi. Mais tout avait changé. Mon appartement me semblait désormais temporaire. Juste une étape avant une nouvelle vie. Une vie avec Arthur, dans la maison qu'il avait construite pour nous. « Tu vas emménager quand ?» me demanda-t-il plus tard, alors que nous étions allongés dans mon lit après une nuit d'amour. « Je ne sais pas », répondis-je honnêtement. « Je ne veux pas précipiter les choses. On apprend encore à se connaître, c'est le début. »« Je comprends », dit-il en caressant mes cheveux. « Je ne te presse pas. La maison est là. Elle t'attendra. » Sa patience, sa douceur, son respect pour mes émotions ne faisaient que renforcer ma conviction qu'il était l'homme avec qui je voulais passer ma vie. « Merci », soufflai-je en l'embrassant. « Pour ta compréhension. Ta patience. Ton amour. »« Toujours », répondit-il simplement. « Toujours. » Les mois qui suivirent furent comme un rêve. Avec Arthur, on passait tout notre temps libre ensemble. La semaine, on se retrouvait après le travail pour aller dîner, au cinéma ou au théâtre. Le week-end, on le passait dans notre maison, à l'aménager, à la rendre encore plus chaleureuse, plus à nous. Petit à petit, j'y amenais mes affaires. D'abord quelques vêtements pour le week-end, puis des livres, des souvenirs de voyage, des photos, des objets auxquels je tenais. Sans l'avoir planifié, sans en parler vraiment, je m'installais. Arthur ne me pressait jamais, ne posait pas de conditions. Il était juste là. Aimant, présent, soutenant, me rendant heureuse. Et je l'aimais. De tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. 6 mois après notre rencontre, j'avais définitivement emménagé. J'ai mis mon ancien appartement en location, il m'était resté après le divorce, et un revenu supplémentaire n'était pas de refus. J'ai déménagé le reste de mes affaires, et j'ai dit au revoir à cet endroit témoin de mes plus grands bonheurs comme de mes plus grandes douleurs. La vie avec Arthur était simple. Pas parce qu'il n'y avait jamais de problème ou de désaccord, bien sûr qu'on se disputait parfois, qu'on ne se comprenait pas toujours. Mais simple, dans le sens où avec lui, je pouvais être moi-même. Pas besoin de faire semblant, de jouer un rôle, de cacher mes peurs ou mes faiblesses. Il m'acceptait tel que j'étais avec mes qualités, mes défauts, mon passé, mes blessures, mes rêves. On parlait de tout. Du boulot, des amis, du passé, du futur. De politique, de philosophie, d'art, de littérature. On partageait nos pensées, nos sentiments, nos doutes, nos espoirs. On ne s'ennuyait jamais ensemble, il y avait toujours quelque chose à dire, à découvrir, à vivre. Et on faisait l'amour. Avec passion, tendresse, parfois dans le jeu, parfois dans la gravité. Chaque fois, c'était comme la première. Chaque fois, on allait plus loin dans notre lien, dans notre intimité, dans notre amour. 1 an après notre rencontre, on est retourné en Italie pour fêter ça. On a visité les mêmes endroits que ceux où j'étais allé seul après mon divorce, mais cette fois ensemble. Arthur me montrait Rome à travers les yeux d'un architecte, il me faisait remarquer des détails que je n'avais jamais vus, me racontait des histoires sur les bâtiments, les places, les fontaines. À Florence, on a passé des heures dans les galeries, à discuter d'art, à partager nos impressions, à découvrir de nouvelles œuvres favorites. À Venise, on a fait un tour en gondole, on s'est embrassé sur le pont du Rialto, on a bu du vin dans de petites tavernes loin des circuits touristiques. Et là, à Venise, sur le pont des Soupirs, Arthur m'a demandé en mariage. Pas de bague, pas de genoux à terre, pas de discours grandiloquent. Il m'a juste regardé droit dans les yeux et m'a dit « Clara, veux-tu m'épouser ?» J'ai répondu sans réfléchir, sans la moindre hésitation. « Oui, Arthur. Oui. » On a choisi de ne pas faire un grand mariage. Juste une petite cérémonie chez nous, avec nos proches. Ma mère pleurait de joie en me voyant aussi épanoui aux côtés d'Arthur. Ses parents, des gens simples et chaleureux, m'avaient accueilli comme leur propre fille, et étaient touchés par notre histoire, par notre amour, par notre bonheur. Après la cérémonie, une fois les invités partis, on est resté seul à la maison. Mari et femme. Et pour la première fois, ça sonnait juste. Vrai. Authentique. « Tu es heureuse ?» m'a demandé Arthur en me serrant dans ses bras. Éperdument, ai-je murmuré en me blottissant contre lui. « Et toi ?» Plus que jamais, a-t-il souri. « Et tu sais quoi ? Je suis reconnaissant envers ton ex-mari. » Pardon ?
J'ai levé un sourcil, surprise. Pourquoi? Parce qu'il a été un parfait idiot, il a ri. Il n'a pas su voir le trésor qu'il avait sous les yeux. Il t'a trahi, et grâce à ça, j'ai eu la chance de te rencontrer, de t'aimer, de te rendre heureuse. J'ai souri, en pensant à quel point la vie est étrange. Comment les moments les plus douloureux peuvent nous mener vers le bonheur le plus pur. Comment une trahison peut être le début d'un amour vrai, sincère, profond. Moi aussi je suis reconnaissante, ai-je dit en l'embrassant. Pour tout. Pour la douleur, pour la déception, pour le divorce. Parce que tout ça m'a mené à toi. À nous. À cet instant. On se tenait là, au centre de notre maison, au centre de notre vie, au cœur de notre amour. Et je savais qu'en dépit de tout des épreuves, des trahisons, des blessures, la vie continue. Et parfois, elle nous offre une seconde chance. Il suffit d'être prêt à la saisir. 3 ans après notre mariage, on attendait notre premier enfant. Une fille. On avait déjà préparé sa chambre, acheté un berceau, des jouets, des vêtements. Arthur posait souvent ses mains sur mon ventre arrondi, lui parlait, lui racontait des histoires, lui chantait des berceuses. Jamais je n'aurais cru pouvoir être aussi heureuse. Jamais je n'aurais imaginé qu'après la trahison de Timothéo, je pourrais de nouveau faire confiance, aimer, rêver d'un avenir. Mais la vie avait été plus sage que moi. Elle savait que j'aurais une deuxième chance. Que j'avais droit à un vrai amour, un vrai bonheur, une vraie famille. Et un jour, par hasard, j'ai croisé Timothéo au supermarché. Il avait l'air fatigué, le visage creusé, les rides marquées. Je n'ai ressenti ni rancune, ni colère, ni tristesse. Juste de la gratitude. Pour la leçon qu'il m'avait donnée. Pour la douleur qui m'avait rendue plus forte. Pour sa trahison, qui m'avait mené vers l'amour vrai. On s'est fait un signe de tête, sans s'arrêter. Le passé appartenait au passé. Chacun suivait son propre chemin. Le soir, blotti dans les bras d'Arthur, je lui ai raconté cette rencontre. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis m'a serré plus fort, comme pour me protéger des souvenirs douloureux. Tu sais, a-t-il dit après un moment, parfois je me demande comment ton ex a pu être aussi aveugle, aussi stupide. Comment on peut trahir une femme comme toi? Échanger un amour sincère, une loyauté profonde, un vrai soutien contre une aventure sans lendemain. Peut-être que ce n'était tout simplement pas son rôle. Pas sa place dans ma vie. Il n'était pas censé construire une famille avec moi. Il était juste là pour faire partie de mon passé, pour être une étape, un apprentissage, un pont vers toi. Arthur m'a embrassé, doucement, profondément, avec un amour si fort que mon cœur battait à tout rompre. Je t'aime, a-t-il murmuré. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. Moi aussi je t'aime, ai-je soufflé en me serrant contre lui. De tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. À ce moment-là, notre fille a bougé dans mon ventre. Comme pour confirmer mes mots, comme pour bénir notre amour, notre famille, notre avenir. Et j'ai repensé à cette enveloppe que j'avais donnée à Timothéo, 5 ans plus tôt, pour notre anniversaire de mariage. Cette enveloppe qui avait tout changé, qui avait marqué la fin, et aussi un commencement. Un nouveau chemin, de nouveaux espoirs, un nouvel amour. Et j'étais reconnaissante. Pour tout. Pour la douleur et la joie, la trahison et la fidélité, la fin et le début. Pour cette vie qui ne cesse jamais de surprendre, de nous offrir des secondes chances, de nouveaux chemins, de nouvelles espérances. Et Timothéo? J'espérais qu'il avait trouvé lui aussi sa route, son bonheur, son sens. Parce qu'au fond, malgré toutes ses erreurs, malgré tout ce qu'il m'avait fait, lui aussi méritait une chance d'être heureux. Comme chacun d'entre nous. L'enveloppe pour notre anniversaire de mariage. Qui aurait cru qu'elle marquerait non seulement la fin d'un chapitre de ma vie, mais aussi le début d'un autre plus heureux, plus sincère, plus vrai. Qui aurait imaginé qu'une trahison, qu'une douleur si profonde, pouvait donner naissance à un amour aussi fort, aussi pur, aussi authentique. La vie est pleine de surprises, de tournants inattendus, d'événements qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Et parfois, ce sont les moments les plus sombres, les plus durs, qui deviennent le point de départ du plus beau, du plus important voyage de notre existence. Il suffit juste d'être prêt. Prêt à vivre, à ressentir, à aimer à nouveau. Et moi, j'étais prête. Prête à vivre, à aimer, à rêver, à créer. Prête à être heureuse. Avec Arthur,
avec notre fille, avec notre famille, avec notre avenir. Prête pour un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Une vie qui a commencé avec une enveloppe. Celle qui a tout changé. Celle qui m'a ouverte à un avenir meilleur. Et j'ai franchi cette porte. Sans peur, sans doute, le cœur et l'âme grands ouverts, prêts à accueillir le bonheur. L'accouchement s'est passé aussi bien que possible, et notre fille Teresa est née. Un petit miracle, avec ses cheveux foncés tout doux et ses grands yeux bleus. Quand Arthur l'a prise dans ses bras pour la première fois, j'ai vu des larmes briller dans ses yeux sincères, purs. Il la regardait avec une tendresse infinie, avec tant d'amour que j'en avais le souffle coupé. Elle est magnifique. Comme toi, a-t-il murmuré en m'embrassant le front. Merci pour ce miracle. Merci pour notre famille. Merci pour notre bonheur. Les premiers mois avec un nouveau-né n'ont pas été faciles. Les nuits sans sommeil, les tétés sans fin, les inquiétudes, c'était épuisant, autant physiquement qu'émotionnellement. Mais Arthur était là. Toujours. Il se levait la nuit pour m'apporter Teresa, changeait ses couches, lui donnait le bain, la berçait quand je n'en pouvais plus. Il prenait soin de nous deux avec une telle douceur, une telle dévotion, que tout le reste semblait secondaire. Teresa grandissait, et chaque petite étape était une fête. Son premier sourire, sa première dent, ses premiers pas, son premier mot, on vivait chaque instant comme un trésor, en les gravant dans notre mémoire. Arthur transforma une partie du jardin en aire de jeu, une balançoire, un bac à sable, une maisonnette. Il fabriquait des jouets pour Teresa, peignait pour elle des fresques pleines de contes, lui racontait des histoires de princesses et de dragons, de mondes magiques et d'aventures incroyables. Je repris l'enseignement quand Teresa eut 1 an et demi, à mi-temps, pour passer un maximum de temps avec elle. Arthur aussi aménagea ses horaires pour être plus présent. On vivait une vie simple, belle, remplie d'amour et de moments partagés. Et puis, quand Teresa eut 3 ans, j'ai revu Timoteo. Cette fois, ce n'était pas le hasard. C'est lui qui m'a appelé. Pourquoi, lui ai-je demandé, surprise après tant d'années de silence. J'ai besoin de te parler, sa voix était étrange. Fatiguée, cassée, presque suppliante. S'il te plaît, Clara. C'est important. J'en ai parlé à Arthur. Il ne s'y est pas opposé, m'a seulement demandé si je voulais qu'il m'accompagne. J'ai dit non. J'ai senti que je devais voir Timoteo seul. Fermer cette porte une bonne fois pour toutes. On s'est donné rendez-vous dans le même café où Olivia m'avait un jour révélé sa trahison. C'était symbolique. La boucle était bouclée. Timoteo avait beaucoup changé. Vieilli. Amaigri. Dans ses yeux, il y avait comme une résignation triste. Il semblait bien plus vieux que son âge, comme si la vie l'avait broyé. « Merci d'être venu, dit-il quand je me suis assise en face de lui. Tu es radieuse. Tu as l'air heureuse. » Je le suis, ai-je répondu, sincèrement. Vraiment heureuse. Il a hoché la tête, comme s'il s'y attendait. Je suis content pour toi. Vraiment. Tu mérites d'être heureuse, Clara. Tu l'as toujours mérité. Merci, je l'ai regardé avec plus d'attention. Qu'est-ce qui se passe, Timoteo? Pourquoi cette rencontre? Il a pris une grande inspiration, comme pour trouver le courage. Je voulais m'excuser. Vraiment. Pour tout. Pour les mensonges, pour la trahison, pour la douleur que je t'ai causée. J'ai été un mari horrible. Un homme lamentable. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, ne comprenant pas pourquoi il ressurgissait après tant d'années. Il baissa les yeux. Ses doigts tripotaient nerveusement une serviette en papier. Un geste que j'avais déjà vu chez Olivia quand elle s'apprêtait à m'annoncer quelque chose de difficile. Je suis malade, Clara. Un cancer. Stade 4. Les médecins disent qu'il me reste quelques mois à vivre. J'ai senti mon cœur se serrer. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré sa trahison, j'ai eu de la peine pour lui. Cet homme que j'avais autrefois aimé, avec qui j'avais rêvé d'une vie entière. Je suis désolé, Timoteo, ai-je dit, et je le pensais. Vraiment. Il ne faut pas, répondit-il avec un faible sourire. Je ne suis pas venu chercher ta pitié. C'est juste que, face à la mort, on voit sa vie autrement. On repense à ses erreurs. Et j'ai compris que je ne pouvais pas partir sans te demander pardon.
sans te dire à quel point je regrette. Je ne savais pas quoi répondre. Tu sais, après notre divorce, tout est parti en vrille, reprit-il. Christina a eu une fille, comme je te l'avais dit. On s'est mariés quand la petite avait 1 an. Je pensais que tout irait bien, qu'on aurait une famille heureuse. Mais non. Il s'arrêta un instant. Christina m'a trompé, 2 ans après notre mariage. Avec mon associé. Elle est partie avec lui, en emmenant notre fille. Ironique, non? J'ai fait ça avec toi, et au final, j'ai récolté ce que j'avais semé. La vie a ses propres façons de nous apprendre des leçons, ai-je dit, sans rancune. Juste avec un certain calme. Oui, murmura-t-il. Et le pire, c'est que je vois à peine ma fille. Christina fait tout pour nous éloigner. Elle la monte contre moi. Maintenant que je suis malade, elle refuse tout contact, disant qu'elle ne veut pas traumatiser l'enfant. J'ai eu encore plus de peine pour lui. Mourir seul, sans pouvoir voir son enfant. C'est trop cruel, même pour quelqu'un qui a fait autant d'erreurs que Timoteo. Et la maison, demandai-je, me rappelant celle qu'il avait achetée pour Christina avec notre argent commun. Celle que tu lui avais achetée? Vendue, répondit-il simplement. Juste après le divorce. On a partagé l'argent en 2, comme le veut la loi. On resta silencieux un moment. Je regardais cet homme vieilli, malade, seul et je ne ressentais ni colère, ni rancune, ni désir de vengeance. Juste de la compassion, et une douce tristesse devant la tournure que sa vie avait prise. Je te pardonne, Timoteo, dis-je enfin. Je t'ai pardonné depuis longtemps. Ce qu'on a vécu m'a rendue plus forte. Ça m'a mené vers un amour vrai, un bonheur sincère. Je ne t'en veux pas. Il me regarda avec gratitude, soulagé, comme si mes mots lui avaient enlevé un poids immense. Merci, murmura-t-il. Tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. On parla encore une bonne heure. Il me demanda des nouvelles de ma vie, d'Arthur, de Teresa. Je lui montrai des photos de notre fille, je lui racontai comme elle était curieuse, intelligente, comme elle adorait dessiner et écouter des histoires. Timoteo écoutait attentivement, souriait quand je lui racontais ses petites bêtises. Au moment de se dire au revoir, il sortit soudain une petite boîte de sa poche. « C'est pour toi, dit-il en me la tendant. Enfin, pour ta fille. Pour souvenir. » J'ouvris la boîte et découvris un petit pendentif en argent, en forme d'ange. C'était à ma grand-mère, expliqua-t-il. Elle me l'a donné avant de mourir, en me disant de l'offrir un jour à ma fille. Mais, ma fille ne le recevra jamais. Alors je veux qu'il soit pour ta Teresa. Comme un symbole de protection, un rappel que le monde est plus grand que nos erreurs. J'ai été touché par son geste. Le pendentif était délicat, orné d'une petite améthyste au centre. Merci, dis-je en refermant doucement la boîte. Je le garderai précieusement pour Teresa. Et je lui dirai de qui il vient, quand elle sera assez grande pour comprendre. Timoteo hocha la tête, les larmes aux yeux. Nous nous levâmes. Il m'enlaça brièvement, maladroitement, comme s'il n'était pas sûr d'en avoir le droit. Adieu, Clara, dit-il. Sois heureuse. Toujours. Adieu, Timoteo, répondis-je. Et courage. La médecine fait des miracles, peut-être que tout n'est pas perdu. Il sourit avec amertume, lucide. Peut-être, dit-il. Mais nous savions tous les deux que ce n'était qu'un baume sur une vérité inévitable. Nous nous quittâmes devant le café. Je le regardais s'éloigner dans la rue voûtée, traînant les pieds, terriblement seul. Et mon cœur se serra devant la fragilité du bonheur humain, devant la conscience que tout peut basculer en un instant. De retour à la maison, je racontai à Arthur ma rencontre avec Timoteo, sa maladie, le pendentif pour Teresa. Arthur m'écouta sans m'interrompre, puis m'enlaça très fort, comme pour me protéger de tous les malheurs du monde. « Tu es une femme incroyable, dit-il. Tant de compassion, tant de compréhension, tant de pardon. » J'ai juste tourné la page, répondis-je en me blottissant contre lui. On ne peut pas vivre en portant le poids du passé. Ça empoisonne le présent et empêche d'être heureux ici et maintenant. Ce soir-là, nous avons parlé longtemps. De la vie, de la mort, du pardon, des choix qu'on fait chaque jour. De l'importance de chérir les moments de bonheur, de ne pas gaspiller son énergie en rancune, d'aimer et de se laisser aimer. Timoteo est mort 4 mois après notre rencontre.
J'en ai été informé par des connaissances communes. Ils m'ont raconté que, dans ces dernières semaines, Christina avait finalement accepté qu'il voie sa fille. Qu'ils avaient passé quelques jours ensemble avant sa mort. Qu'il était parti en paix, réconcilié avec lui-même et avec son passé. Je ne suis pas allé à ses funérailles. Je sentais que ma présence risquait d'être mal interprétée, de soulever des questions inutiles, de troubler la mémoire d'un homme déjà bien assez tourmenté. Mais j'ai envoyé des fleurs des pivoines, mes préférées à déposer sur sa tombe. Sans carte, sans nom. Juste comme un dernier adieu, comme un signe de pardon, comme un rappel que, malgré tout ce qui s'était passé, je n'avais pas oublié. Pas oublié nos beaux moments, l'homme qu'il avait été avant la trahison, avant les mensonges. La vie a continué. Teresa grandissait, nous comblant de bonheur par sa douceur, sa curiosité, sa gentillesse. Quand elle eut 5 ans, nous avons décidé d'avoir un deuxième enfant. 9 mois plus tard, notre fils Kevin est né. Petit, bruyant, débordant d'énergie, le portrait craché d'Arthur, aussi bien physiquement que dans son caractère. Notre vie était pleine, riche, heureuse. Bien sûr, il y avait des hauts et des bas, des désaccords, des tensions comme dans toute famille. Mais l'amour était là. Profond, vrai, sincère. C'est lui qui nous aidait à traverser les épreuves, à surmonter les obstacles, à garder notre unité. Parfois, dans de rares instants de solitude, je ressortais le petit pendentif en argent que Timoteo m'avait offert, je le regardais, je repensais à notre dernière rencontre, à ses mots, à son regard. Et je me disais que la vie était vraiment étrange. Qu'un seul événement pouvait tout changer. Qu'une seule décision pouvait rediriger un destin, vers le bonheur ou vers la douleur. Si je n'avais pas pris cette décision, il y a 5 ans. Si je n'avais pas engagé ce détective, si je n'avais pas préparé cette enveloppe pour Timoteo, où en serais-je aujourd'hui? Peut-être que je vivrais encore dans l'illusion d'un mariage heureux, ignorant tout de la double vie de mon mari. Aurais-je rencontré Arthur? Aurais-je eu Teresa, Kevin, notre maison, notre famille, notre bonheur? On ne peut jamais savoir comment les choses auraient tourné autrement. On peut seulement apprécier ce qu'on a maintenant. Et moi, j'en étais profondément reconnaissante. Chaque jour, chaque heure, chaque minute. Je chérissais ma famille, mes enfants, mon mari. Je chérissais notre amour, notre complicité, notre soutien mutuel. Je chérissais ma force, ma détermination, ma capacité à pardonner et à avancer. Quand Teresa eut 12 ans, je lui donnai le pendentif. Je lui racontai l'histoire de mon mariage avec Timoteo, sa trahison, notre divorce. Je lui parlais de sa maladie, de notre dernière rencontre, de son cadeau. Je ne lui cachai pas la vérité, mais je ne salis pas non plus sa mémoire. Je lui racontais les faits, simplement, pour qu'elle se fasse sa propre opinion. Teresa écoutait avec attention, posait des questions, réfléchissait. C'était une fille étonnamment mûre pour son âge, dotée d'une grande compréhension de la nature humaine, avec un cœur immense, capable de compassion et de pardon. Tu sais, maman, dit-elle quand j'eus terminé mon récit, je pense que toi et Timoteo avez chacun reçu ce dont vous aviez besoin. Toi, un amour vrai, une vraie famille, un vrai bonheur. Et lui, une leçon, la prise de conscience de ses erreurs, la possibilité de se repentir et d'être pardonné avant de mourir. Je la pris dans mes bras, touché par sa sagesse, par sa capacité à voir au-delà des apparences, à comprendre les complexités des relations humaines. Tu as raison, ma chérie, lui dis-je. Nous avons tous les deux eu ce qu'il nous fallait. Et tu sais quoi? Je suis reconnaissante à la vie pour tout. Pour la douleur, la déception, la trahison. Parce que sans tout cela, il n'y aurait pas une autre famille, il n'y aurait pas eu toi ni Kevin, il n'y aurait pas eu ce bonheur. Teresa mit le pendentif autour de son cou. Il lui allait parfaitement, posé sur sa peau délicate. Je le garderai précieusement, promit-elle. Pour me souvenir que même des moments les plus sombres peuvent naître de belles choses. Et je repensais encore à cette enveloppe que j'avais remise à Timoteo pour notre 5e anniversaire de mariage. À cette enveloppe qui avait tout changé. Qui avait marqué la fin d'une vie et le début d'une autre plus belle, plus sincère, plus heureuse. La vie continue. Avec ses joies et ses peines, ses hauts et ses bas, ses espoirs et ses désillusions. Et le plus important, c'est de rester ouvert à tout cela, prêt à apprendre, à grandir, à puiser dans chaque expérience la force et la sagesse. Et aimer. De tout son cœur, de toute son âme, de tout son être.
Aimer sa famille, ses enfants, son mari. Aimer la vie dans toutes ses formes. Et être reconnaissante. Pour chaque instant de bonheur, chaque rayon de soleil, chaque souffle, chaque battement de cœur. C'est mon histoire. Celle d'une femme qui a trouvé la force d'affronter la vérité, de prendre une décision douloureuse, de recommencer à vivre. L'histoire d'une femme qui a trouvé un amour vrai, une famille sincère, un bonheur profond. L'histoire d'une femme qui a appris à pardonner, à lâcher prise, à avancer. Une histoire qui a commencé avec une enveloppe d'anniversaire de mariage. Une enveloppe qui contenait une vérité amère, mais qui a ouvert la porte à un avenir nouveau, meilleur. Une enveloppe devenue symbole de ma force, de ma détermination, de ma dignité. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise sur ce chemin, c'est qu'il faut parfois avoir le courage de fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre. Qu'il faut parfois laisser le passé derrière soi pour faire de la place à l'avenir. Qu'il faut parfois traverser la douleur pour atteindre le bonheur. Et qu'il faut toujours croire en soi. En sa force, en sa capacité à affronter les épreuves, à traverser les tempêtes. Car au fond, c'est nous qui écrivons notre destin. C'est nous qui choisissons notre chemin. C'est nous qui décidons comment réagir face aux épreuves, comment transformer les obstacles, comment relever les défis. Et j'ai choisi d'être heureuse. Malgré tout. Contre tout. Et c'était le meilleur choix que j'ai jamais fait. Aujourd'hui, assise sur la terrasse de notre maison, en regardant Arthur jouer avec les enfants dans le jardin, en écoutant leur rire, en sentant le soleil caresser ma peau, je sais que tout en valait la peine. Toutes les douleurs, toutes les larmes, toutes les déceptions. Tout m'a mené ici. À ce moment. À ce bonheur. À cet amour. À cette vie. Et je suis reconnaissante. Pour tout. Pour chaque larme, chaque sourire, chaque souffle, chaque battement de cœur. Pour chaque moment de cette vie imprévisible, merveilleuse, imparfaite et belle. Cette vie qui a commencé avec une enveloppe d'anniversaire de mariage. Une enveloppe qui a tout changé. Une enveloppe qui a marqué le début de mon chemin vers le vrai bonheur. Les années ont passé. Teresa est entrée à l'école d'architecture, décidée à suivre les pas d'Arthur. Elle avait hérité de son talent pour la vision spatiale et d'un sens artistique développé. Kevin, encore au lycée, montrait déjà de grandes aptitudes pour les langues mais Jen avait fini par parler. Quand Teresa eut 20 ans, et Kevin 15, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Un soir, alors que nous dînions tous ensemble sur la terrasse, Teresa déclara soudain. « Maman, je veux retrouver Alice. » La fille de Timoteo. Je suis resté figé, ma fourchette suspendue. Arthur posa doucement sa main sur mon épaule, en signe de soutien silencieux. « Pourquoi, ma chérie ?» demandai-je, essayant de garder ma voix calme. « C'est ma demi-sœur, d'une certaine manière, » répondit Teresa en me regardant droit dans les yeux. Et je pense qu'elle a le droit de savoir que son père n'était pas un si mauvais homme. Qu'il a reconnu ses erreurs, qu'il s'est repenti, qu'il a été pardonné. Je la regardais si adulte, si sage, avec un si grand cœur et une immense fierté m'envahit. Cette jeune femme, ma fille, était devenue une personne magnifique. « Tu en es sûr ?» lui demandai-je. Ce ne sera peut-être pas une conversation facile. On ne sait pas ce que sa mère lui a dit sur Timoteo, ni ce qu'elle pense de lui. Je connais les risques, dit Teresa en hochant la tête. Mais je pense que je dois le faire. Pas pour moi, mais pour elle. Et pour honorer la mémoire de Timoteo. Je croisai le regard d'Arthur. Il sourit et hocha doucement la tête, comme pour me dire, c'est ton choix, je suis avec vous. D'accord, dis-je enfin. On va essayer de la retrouver. Mais je ne peux pas te promettre qu'on y arrivera, ni que la rencontre se passera comme tu l'espères. Je sais, maman, sourit Teresa. Mais je veux tenter. Trouver Alice a pris du temps. On ne connaissait pas son nom de famille, portait-elle celui de Timoteo ou celui du nouveau mari de Christina. On ignorait où elle vivait, ce qu'elle faisait. Timoteo ne m'en avait pas parlé lors de notre dernière rencontre, et il n'y avait plus personne à qui poser la question. Finalement, ce sont les réseaux sociaux qui nous ont aidés. Teresa a retrouvé le profil de Christina, puis celui d'Alice. La jeune fille avait 18 ans, elle terminait le lycée et prévoyait d'entrer en école de médecine. Teresa lui a écrit un message privé. Elle s'est présentée, a expliqué la situation, et a proposé une rencontre. Nous avons attendu sa réponse le cœur battant,
sans savoir comment Alice allait réagir, si elle accepterait de la voir, si elle voudrait seulement avoir un lien avec la famille de l'ex-femme de son père. La réponse est arrivée 3 jours plus tard. Alice écrivait qu'elle était surprise, mais intriguée par la proposition. Qu'elle n'avait jamais envisagé une telle possibilité, mais que maintenant qu'elle se présentait, elle voulait en savoir plus sur son père, dont elle avait si peu de souvenirs. Elles ont convenu d'un rendez-vous dans un café du centre-ville. Je proposai d'accompagner Teresa, mais elle refusa. « C'est un moment qui doit se passer entre elle et moi, maman, dit-elle. Sans parents, sans passé, juste le présent. » J'ai accepté, même si au fond de moi, l'inquiétude montait. Et si Alice était en colère? Et si elle nous reprochait le malheur de sa famille? Et si cette rencontre ne faisait que blesser ma fille? Mais je devais faire confiance à Teresa. À son intuition, à sa sagesse, à sa capacité à créer des ponts entre les êtres. Le jour de la rencontre, Teresa paraissait calme, mais je voyais bien qu'elle était nerveuse. Elle mit longtemps à choisir sa tenue, changea plusieurs fois de coiffure, vérifia encore et encore le contenu de son sac. « Qu'est-ce que tu vas lui montrer ?» lui demandai-je en la voyant glisser une pochette dans son sac. « Des photos, répondit-elle. De notre famille, de notre maison. Et des photos de Timoteo. Celles que tu as gardées. Je pense que ça lui fera plaisir de le voir jeune, heureux. » Je l'ai prise dans mes bras, les larmes aux yeux. Ma fille, si sage, si douce. Teresa est rentrée tard ce soir-là. Elle avait l'air fatiguée, mais heureuse. Ses yeux brillaient et un sourire flottait sur ses lèvres. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda Arthur quand elle entra dans le salon où Kevin et moi l'attendions. « Super bien, » dit Teresa en s'affalant dans le fauteuil, allongeant les jambes avec soulagement. On a parlé pendant presque 5 heures. Elle est géniale, vraiment. Intelligente, sensible, avec beaucoup d'humour. Elle fait des études de médecine, elle veut devenir chirurgienne. Et elle a parlé de sa famille, demandai-je prudemment. Sa mère s'est remariée quand Alice avait 3 ans, répondit Teresa. Son beau-père est quelqu'un de bien, il l'a toujours traitée comme sa propre fille. Mais elle a toujours senti qu'il manquait quelque chose, qu'on ne lui disait pas tout sur son père biologique. Sa mère lui avait raconté qu'il était un homme mauvais, qu'il les avait abandonnés, qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle. Mais quand il est tombé malade et a demandé à la voir, quelque chose n'a pas collé dans l'histoire. Timoteo ne donnait pas l'impression d'un homme capable d'abandonner son enfant. Il était faible, malade, mais dans ses yeux. Alice a dit qu'il avait les yeux pleins d'amour quand il la regardait. Je l'écoutais, le souffle court. Alors Timoteo avait bien réussi à passer du temps avec sa fille avant de mourir. Il avait pu lui montrer qu'il l'aimait, qu'il n'avait jamais voulu la rejeter. Elle m'a beaucoup remercié pour les photos, continua Teresa. Elle n'avait presque aucune image de lui, surtout pas jeune ou souriant. Elle était curieuse de savoir à quoi il ressemblait avant la maladie, avant que tout ne devienne compliqué. « Tu lui as parlé de nous ?» demanda Arthur. « De ce qui s'est passé entre son père et ta mère. »« Un peu » répondit Teresa en hochant la tête. « Juste les grandes lignes, sans entrer dans les détails. Que Timoteo avait été marié à maman, que leur couple n'avait pas marché, qu'il avait rencontré sa mère et était tombé amoureux. Que oui, il avait mal agi, mais qu'au final, chacun avait trouvé ce dont il avait besoin. Maman a trouvé l'amour et une vraie famille, et Timoteo a eu une seconde chance, même si ça ne s'est pas passé comme il l'espérait. Et comment elle a réagi, demandai-je, toujours un peu inquiète que tout cela ait pu blesser Alice. Très sereinement, répondit Teresa en souriant. Elle est adulte, maman. Elle comprend que la vie est complexe, que les gens font des erreurs, que toutes les histoires ne finissent pas bien. Elle ne t'en veut pas, ni à papa, ni à sa mère. Elle accepte juste ce qui s'est passé comme une partie de son histoire familiale. Je poussai un soupir de soulagement. Mes craintes étaient infondées. La rencontre entre Teresa et Alice n'avait pas ravivé de vieilles blessures, n'avait pas apporté de nouveaux conflits. Au contraire, elle avait semblé leur apporter à toutes les deux une forme d'apaisement, d'acceptation, peut-être même une sorte de lien familial. On a prévu de se revoir la semaine prochaine, dit Teresa en se levant. Je l'ai invitée à déjeuner à la maison. Ça ne vous dérange pas? Arthur et moi échangeâmes un regard. C'était inattendu, mais c'était juste. Les familles prennent des formes diverses, les liens se tissent parfois de façon surprenante. Si notre fille avait trouvé un lien avec la fille de mon ex-mari,
et que ce lien leur apportait à toutes les deux joie et compréhension, qui étions-nous pour nous y opposer? Bien sûr que non, ça ne nous dérange pas, dit Arthur. On sera ravis de rencontrer Alice. Merci, papa, dit Teresa en l'embrassant sur la joue, puis elle vint me serrer dans ses bras. Merci à toi aussi, maman. Pour ta compréhension, ta bienveillance, ta sagesse. Je veux simplement que tu sois heureuse, ma chérie, lui répondis-je en lui caressant les cheveux. Et si cette amitié avec Alice te rend heureuse, alors je suis complètement pour. Alice est venue déjeuner chez nous le dimanche suivant. Une grande fille élancée, aux longs cheveux blonds et aux yeux gris si semblables à ceux de Timoteo que j'en eus le souffle coupé en la voyant sur le seuil. « Bonjour », dit-elle avec un sourire un peu timide. « Merci de m'avoir invité. »« Bienvenue, Alice », lui répondis-je avec un sourire aussi chaleureux et sincère que possible. « On est ravis que tu sois là. » Le déjeuner se passa étonnamment bien, dans une ambiance détendue et joyeuse. Alice était une jeune femme intelligente, polie, avec un humour charmant. Elle nous parla de ses études, de ses projets, de ses amis. Elle nous posa des questions sur notre travail, sur la maison, sur comment j'avais rencontré Arthur. Il n'y eut ni malaise, ni tension, ni moment gênant. Après le repas, Teresa emmena Alice faire le tour de la maison et du jardin, pendant qu'Arthur et moi restions au salon. « C'est incroyable, non ?» dit-il en regardant par la fenêtre les deux filles marcher ensemble dans le jardin. « Tout ce qui s'est passé pour en arriver là. » « Oui » acquiesçai-je en me blottissant contre lui. Si quelqu'un m'avait dit, il y a 15 ans, que la fille de Timoteo et d'une autre femme viendrait dîner chez moi, s'asseoir à ma table, devenir amie avec ma fille, j'aurais cru qu'il avait perdu la tête. La vie trouve toujours un moyen de nous surprendre, dit Arthur en m'entourant les épaules. Et souvent, ce sont de bonnes surprises. Je regardais les filles dans le jardin si différentes, ma frêle Teresa aux cheveux foncés et la grande Alice blonde et pourtant si semblables dans leur sincérité, leur ouverture, leur envie de comprendre et d'accepter les histoires compliquées de leur famille. Et je repensais encore à cette enveloppe remise à Timoteo 15 ans plus tôt. Cette enveloppe qui avait tout changé. Qui avait mis fin à une histoire et donné naissance à tant d'autres, la mienne avec Arthur, celle de Timoteo avec Christina, et maintenant celle de Teresa avec Alice. La vie trouve vraiment des moyens étonnants pour nous surprendre. Et souvent, c'est dans ces surprises, dans ces détours imprévus, dans ces rencontres et séparations inattendues, que se cache la véritable beauté, la sagesse, le sens profond de notre existence. Alice est devenue une partie de notre vie. Pas une proche parente, ni un membre de la famille au sens classique, mais quelqu'un d'important, de précieux. Elle venait souvent chez nous, parfois pour tout un week-end. Teresa l'aidait dans ses études, elles voyageaient ensemble, se confiaient leurs secrets, se soutenaient dans les moments difficiles. Et chaque fois que je les regardais, je pensais aux chemins étranges et imprévisibles du destin. À quel point quelque chose de beau, de lumineux, de vrai peut naître de la douleur et de la trahison. À quel point il est important de ne pas rester prisonnier du passé, de ne pas laisser l'amertume gâcher le présent, de ne pas fermer son cœur à de nouvelles relations, à de nouveaux liens, à de nouvelles possibilités. Quand Kevin finissait le lycée et Teresa l'université, Arthur et moi avons décidé de renouveler nos vœux de mariage. 20 ans ensemble, c'est une étape importante, qui méritait une célébration particulière. Nous avons organisé une petite cérémonie dans notre jardin. Seulement les plus proches, nos enfants, nos parents, quelques amis. Et, à ma grande surprise, Teresa a proposé d'inviter Alice. « Tu en es sûre ?» lui ai-je demandé, incertaine de la pertinence de la présence de la fille de Timoteo à notre renouvellement de vœux. « Absolument », a-t-elle répondu en hochant la tête. « Elle compte beaucoup pour moi, maman. Et je crois que notre histoire, ton divorce avec Timoteo, ta rencontre avec papa, mon amitié avec Alice, c'est une histoire sur la façon dont l'amour peut naître de la douleur, sur comment on peut construire à partir des ruines, comment une fin peut devenir un nouveau départ. Sa présence sera un symbole. Un symbole de pardon, d'acceptation, d'avancée. Je l'ai prise dans mes bras, touchée encore une fois par sa sagesse, sa capacité à voir au-delà des faits, à en saisir le sens profond. D'accord, ai-je dit. Invite Alice. Je serais ravi qu'elle soit là. Le jour de la cérémonie était magnifique, chaud, ensoleillé, avec une légère brise chargée du parfum des pommiers en fleurs. J'avais mis une robe blanche simple, Arthur un costume clair. Teresa et Kevin se tenaient à nos côtés pendant que nous échangions nos vœux d'amour, de fidélité, de soutien et de compréhension pour les années à venir. Alice était assise au premier rang avec nos parents.
Elle souriait, applaudissait, et à la fin de la cérémonie, elle est venue vers nous avec un bouquet de pivoine, mes fleurs préférées. Félicitations, a-t-elle dit en me tendant le bouquet. Votre histoire, elle m'inspire. Elle montre qu'après la douleur, il peut y avoir du bonheur. Qu'après la trahison, on peut retrouver la confiance. Qu'après les ruines, on peut reconstruire. Merci, Alice, ai-je répondu en prenant les fleurs, les larmes aux yeux. Merci d'être devenue une partie de notre histoire. Une partie de la vie de Teresa, une partie de notre famille. Elle a souri et cette expression me rappela si fort Timoteo dans ses meilleurs jours que mon cœur s'est serré un instant. Vous savez, a-t-elle dit en nous regardant, Arthur et moi, debout main dans la main, je pense que mon père serait heureux de vous voir aujourd'hui. Heureux que son erreur, sa trahison, ne vous ait pas brisé, mais au contraire vous ait mené au vrai bonheur. Heureux de voir que de son mauvais choix son est tant de bon. Tant d'amour sincère, tant de joie véritable. Je la regardais cette jeune femme si sage, si compréhensive, si capable de pardonner et je me disais à quel point la vie est étonnante. Comme elle peut faire jaillir du beau à partir du plus inattendu, du plus douloureux, du plus compliqué. Et je repensais, encore une fois, à cette enveloppe que j'avais remise à Timoteo il y a 15 ans, pour notre anniversaire. Cette enveloppe qui contenait une vérité amère, mais qui avait ouvert la porte vers un avenir nouveau, meilleur. Cette enveloppe qui était devenue le symbole de ma force, de ma détermination, de ma dignité. Une enveloppe qui avait changé non seulement ma vie, mais celle de tant d'autres autour de moi. Ce soir-là, après la cérémonie, nous avons passé la soirée entourés de notre famille et de nos amis, à rire, à parler, à partager des souvenirs, à rêver à l'avenir. Arthur ne me quittait pas d'une semelle, me tenait la main, me regardait avec un amour si profond que mon cœur en était bouleversé. Tard dans la nuit, quand les invités étaient partis et que les enfants dormaient, nous sommes restés seuls sur la terrasse de notre maison. Assis dans des fauteuils en osier, main dans la main, regardant les étoiles, savourant le calme et la paix. 20 ans, a dit Arthur en caressant ma main. 20 ans d'amour, de bonheur, de complicité. Qui l'aurait cru, hein? Quand je t'ai rencontré dans ce bar, après tout ce qui s'était passé avec Timoteo. Je n'aurais jamais osé rêver d'une vie comme celle-ci, ai-je avoué. Je pensais que je ne pourrais plus jamais faire confiance, aimer, être heureuse. Moi, je l'ai su dès le premier regard, dit Arthur en portant ma main à ses lèvres. J'ai tout de suite senti que je voulais passer ma vie avec toi. Construire une maison, fonder une famille, vieillir ensemble. Et nous voilà, ai-je souri en regardant notre maison, notre jardin, notre vie. 20 ans plus tard. Toujours ensemble, toujours amoureux, toujours heureux. Et on le sera encore dans 20 ans, affirma Arthur. Et encore 20 de plus. Jusqu'à la fin. J'ai posé ma tête sur son épaule, pleine de paix, de certitude, de bonheur. Oui, la vie est imprévisible. Oui, elle peut être cruelle, douloureuse, déroutante. Mais elle peut aussi nous offrir l'amour, le soutien, le vrai bonheur. Et l'essentiel, c'est d'être prêt à recevoir ces cadeaux, d'avoir le courage de les accueillir, d'en être digne. Mon histoire a commencé dans la trahison, dans la douleur, avec une enveloppe pleine de vérités amères. Mais elle s'est poursuivie et continue avec l'amour, la joie, le bonheur. Et je suis reconnaissante. Pour tout. Pour chaque instant de ce voyage merveilleux qu'est la vie. Pour chaque larme et chaque sourire, pour chaque perte et chaque retrouvaille, pour chaque adieu et chaque rencontre. Et surtout pour cette enveloppe. Celle que j'ai remise à Timoteo il y a 15 ans. Celle qui contenait une vérité dure, mais qui a ouvert la voie à une vie nouvelle et meilleure. Celle qui est devenue le symbole de ma force, de ma volonté, de ma dignité. Celle qui a tout changé. Parce que parfois, les vérités les plus douloureuses mènent aux plus belles découvertes. Parfois, les décisions les plus difficiles mènent aux plus grandes joies. Parfois, les moments les plus amers marquent le début d'un bonheur profond. Et si un jour vous vous retrouvez face à un choix, continuer à vivre dans le mensonge ou affronter une vérité, même douloureuse, j'espère que mon histoire vous donnera le courage. Le courage de regarder la vérité en face, de prendre une décision difficile, de commencer une nouvelle vie. Parce que derrière la porte que vous avez peur d'ouvrir se cache peut-être le bonheur. Parce que derrière l'horizon qui semble marquer une fin, commence peut-être un nouveau chemin. Parce que dans cette enveloppe que vous redoutez d'ouvrir se trouve peut-être la clé de votre vraie vie pleine, heureuse, accomplie. Une enveloppe qui a tout changé. Une enveloppe qui a ouvert la porte vers une nouvelle vie.
Une enveloppe qui a marqué le début de mon chemin vers le bonheur véritable.